il y a certains feedbacks, il y a certaines réponses que tu n'auras que en testant sur le marché, effectivement. Il y a des questions en fait qu'on peut se poser et qui sont légitimes, et il y a d'autres questions en fait, ça sert à rien finalement de trop tergiverser autour. C'est effectivement en testant dans le monde que tu vas avoir une réponse définitive. Salut Guillaume. Salut David. Écoute, je suis super content de te recevoir sur Limitless. Figure-toi que je t'ai découvert il y a quelques années avec une masterclass que tu avais enregistrée avec Idriss aux origines de la vie. Et puis je m'étais déjà dit à cette époque que ça serait vraiment super chouette de t'inviter sur Limitless. Et hasard du calendrier, un jour tu m'as écrit sur LinkedIn pour me dire que tu lançais ta marque, etc. Et donc je me suis dit, putain, mais c'est le Guillaume que j'avais écouté, etc. Ça tombe trop bien. Donc merci d'être là. J'aime bien démarrer ces épisodes en demandant à mes invités s'ils ont une petite routine matinale, quelque chose qu'ils aiment faire le matin et qui leur permet de catalyser un petit peu leur énergie pour se sentir au top toute la journée. Écoute, en vrai, je suis très routine et je l'ai été pendant vraiment de nombreuses années. Ces derniers temps, c'est un peu moins vrai parce que je casse souvent ma routine pour bouger, changer complètement d'environnement. Mais moi, le matin, je suis plutôt une personne déjà assez matinale. Je me lève, j'aime bien prendre à peu près 1 heure. Petit déjeuner, toujours protéiné, et éventuellement un fruit, quand je le sens. Et qu'est-ce que je fais j'ai testé plein de trucs. J'ai testé un peu méditation, respiration. Ce que j'adore, c'est faire mon sport le matin, quasiment dès le premier moment du réveil. Tu fais quoi comme ça ? Moi, je fais juste du renforcement musculaire, musculation. Pendant longtemps en salle, j'ai fait de l'haltérophilie. Et puis ensuite, là, ces derniers temps, quand je suis en Dordogne, j'ai pas de salle de sport. Donc, c'est anneau de gymnastique, pistol squat, classique, quoi. Voilà. Ok, donc tu fais ton sport, tu prends ton petit déj, et puis après, c'est parti pour la journée, quoi. Ouais, vraiment, il y a une énorme différence quand tu as commencé la journée avec de l'activité physique en termes de la capacité que tu as à canaliser ton énergie dans des choses productives. Pour moi, c'est le jour et la nuit, en fait. Donc, ouais, c'est un peu ça. Après, quand j'écris, des fois, je vais pas faire mon sport parce que ça va quand même me tuer, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je prends souvent un thé vert ou un truc comme ça parce que j'aime beaucoup le thé, le Japon, le café également. Mais de la bonne qualité, quoi. Et ouais, ça dépend vraiment des phases de ma vie, mais j'ai eu pas mal de routines différentes, j'ai testé plein de trucs. Mais en tout cas, ce qui marche pour moi, c'est souvent le sport le matin. Ok. Je te propose d'organiser un petit peu notre échange sur 3 grandes thématiques clés. La première, sur les origines de la vie. Je parlais de cette masterclass avec Idriss et je trouve que c'est assez chouette. Donc, un peu toutes tes études en biologie, comprendre comment est-ce que d'être unicellulaire, l'intelligence itérative de la nature par multiplication des essais-erreurs a conduit à des êtres aussi complexes que l'être humain. Comment est-ce que... Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie. La deuxième, c'est comment est-ce que ces principes du vivant peuvent s'appliquer au lancement d'une entreprise. Tu viens de lancer Eat Coffee. Ouais. Donc ça pourrait être assez amusant de voir comment tu as pu utiliser la contrainte, l'autocatalyse, ce genre de choses, des principes du vivant justement dans ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Et puis tu pourras nous parler un peu de ta marque et de ce qu'elle apporte. Et puis, on terminera sur ton sujet passion qui sont les champignons, la mycologie, les rôles qu'ils ont dans nos écosystèmes, dans nos sols, dans notre santé aussi potentiellement, dans notre intestin et puis peut-être dans l'exploration de la conscience. Je ne sais pas si tu es adepte. C'est un podcast, ça? Ouais. Mais on a 2 heures. Ok, donc voilà, peut-être on peut commencer par le point de départ de tout ça, qui sont les origines de la vie. Comment est-ce que la vie est apparue sur Terre ? Il y a plein de mystères dans les origines de la vie. Il y a déjà le plus grand des mystères, c'est l'ADN. Je lis un livre super intéressant en ce moment qui est d'un computer scientist, philosophe, astrophysicien, etc., qui s'appelle David Deutsch. Et son livre s'appelle The Beginning of Infinity, le début de l'infini. Et en fait, il parle de systèmes qui tendent vers l'infini, ou en tout cas qui ont en fait encapsulé l'infini. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si je prends un alphabet avec les lettres, dans cet alphabet, il y a tous les termes de l'ancien François qui sont inclus, les termes de notre français actuel, mais il y a aussi dans les potentiels l'intégralité des mots qu'on va pouvoir formuler dans le futur, parce que avec des arrangements de lettres, on va réussir en fait à créer des nouveaux mots. Et en fait, tous les systèmes qui ont atteint ce potentiel d'infini ont été créés par l'être humain, à l'exception d'un seul, qui est l'ADN.
L'ADN, c'est le premier système, en fait, qui, de sa création, de son origine, tu avais déjà avec ces assemblages de nucléotides, donc de petites briques primaires, tous les potentiels pour former des cellules, qu'elles soient donc unicellulaires, des virus, etc., jusqu'à des organismes pluricellulaires comme le nôtre, et peut-être même éventuellement des choses encore plus complexes dont on n'a pas conscience et qui vont peut-être émerger dans les prochains millions, voire milliards d'années. Donc tu as plein d'hypothèses sur l'émergence de l'ADN, parce que l'ADN donc s'autoréplique, etc. Il y a plein de phases qui sont juste fascinantes autour de l'ADN. Et tu as par exemple une des hypothèses de l'ADN qui est une hypothèse de panspermie, panspermia en anglais. Ça serait que tu aurais des astéroïdes qui auraient eu des fragments d'ADN ou des bactéries ou des formes de vie très primaires qui se seraient en fait écrasées sur la planète Terre et que ça aurait ensemencé en fait la planète avec de la vie qui se serait du coup démultipliée et qui aurait créé en fait ces potentiels qui sont encore une fois déjà là présents dans l'ADN. Et puis ensuite, donc, comment est-ce qu'on passe de formes plus complexes ? En fait, on pense que tu as eu arrangement de nucléotides qui a donc donné un brin d'ADN. Ensuite, le brin d'ADN, en fait, il cherche à s'auto-répliquer, il cherche à se protéger, il commence à faire des membranes cellulaires. Tu arrives à des formes de vie très simples qu'on qualifie même pas de vie aujourd'hui, parce qu'en fait, en biologie, on part du principe que la plus petite unité du vivant, c'est la cellule, puisque la cellule, en fait, elle va être complètement autonome. Quand tu as par exemple des fragments d'ARN ou un virus, le virus il va être obligé de pirater une cellule pour se répliquer, alors que la cellule elle va être capable de le faire elle-même. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement la vie c'est plutôt un continuum. En fait, tu as le monde minéral, le monde mort, on va dire, et le monde du vivant. Et en fait, il y a un continuum entre tout ça. Parce que tu as des choses qui sont plus ou moins minérales et plus ou moins vivantes. Et le virus, on se rapproche quand même de quelque chose de vivant, mais pas tout à fait parce qu'il n'y a pas cette capacité d'autoréplication. Et la vie continue son ascension à créer des formes toujours plus complexes dans cette optique de se protéger, de se répliquer. Et après aussi, il y a tout un tas de paramètres planétaires qui vont faire qu'on va avoir tel type d'organisme qui va émerger à telle période. Donc, je vais revenir sur ce continuum minéral-animal, mais avant ça, puisque tu parles de l'ADN comme caractéristique fondamentale du vivant, c'est le premier système de transmission en fait de l'information. Absolument. Et il y a quelque chose qui peut sembler paradoxal, qui dit que pour permettre la continuité d'une espèce, il faut que cette transmission d'informations, elle soit relativement stable. Mm-hmm. Et en même temps, si elle est trop stable, il ne peut pas y avoir de variation et d'évolution. Donc, il faut aussi qu'il puisse y avoir des mutations. Ouais. Donc, ça m'intéresse de voir un petit peu comment fonctionne cet équilibre. Et puis, peut-être que je vais complexifier la réponse à la question, mais il y a quelque chose que je trouve assez fascinant quand je fais du trail, qui est que parfois, je croise des bouquetins qui ne sont pas chassés chez nous. Ils sont protégés et ils n'ont absolument pas peur de l'homme. Vraiment pas peur. Je peux m'approcher à 2 mètres d'une maman avec son bébé. Et à l'inverse, des chamois, quand je les croise, qui sont chassés, eh bien, eux, ils s'enfuient, etc. Ils ont peur de l'homme. C'est fou de se dire qu'ils arrivent à avoir cette connaissance-là, cette transmission-là. Alors, est-ce que ça se transmet est-ce que c'est les parents qui expliquent ça à leurs enfants ? Est-ce que ça se transmet par de l'ADN ? Est-ce que c'est lié à de l'épigénétique ? Donc, c'est une façon d'illustrer un peu la question, parce que sinon, j'ai peur qu'elle soit trop théorique. Ouais, effectivement, il y a encore, je pense, énormément de mystères. Déjà, tu parlais d'épigénétique. L'épigénétique, il faut savoir qu'il y a à peu près 30-40 ans, quand on parlait du fait qu'un caractère puisse être transmis de l'expérience d'un individu vers un autre individu, ça, c'était complètement balayé d'un revers de main par la science. On pensait que ce n'était pas possible. On croyait juste au néo-darwinisme. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont une vision qui est assez biaisée et en fait erronée du darwinisme, où on dit la girafe elle a un long cou parce que en fait elle doit attraper les feuilles. Ça c'est beaucoup trop simpliste. En fait les gènes créent des variations, des mutations. Sur ces mutations là il y en a probablement 90% qui sont absolument pas favorables, mais en fait c'est par le crible de l'évolution, c'est-à-dire l'expérience de l'individu, que tel ou tel gène va être sélectionné. Et en fait ce qu'on voit c'est que un peu comme les mèmes en fait.
D'ailleurs, l'idée de mème vient de l'idée de gène. C'est qu'un mème, il a cette capacité à se répandre dans la société, via les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement intéressant, on va dire. Sur le gène, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on a un gène qui va apporter un réel plus, il va avoir cette capacité à se répandre facilement. Et par exemple, la photosynthèse, elle a démarré a priori dans des petites bactéries, et aujourd'hui, elle s'est répandue jusqu'à faire des endosymbioses, etc., donc des organismes qui ont capté la capacité de photosynthèse en phagocytant, en prenant dans leurs propres cellules un organisme capable de photosynthèse. Donc les bonnes idées, en fait, ont cette capacité à se répliquer. Ça, c'est assez vrai aussi dans l'entrepreneuriat. On voit que quand il y a quelqu'un qui trouve une bonne idée, ça fait une boîte qui souvent fonctionne bien. Et puis comme elle fonctionne bien, il commence à y avoir des compétiteurs qui arrivent, etc. etc. Donc ça, c'est la théorie de base, on va dire, de l'évolution. Et maintenant, effectivement, comme tu le disais, par exemple, l'ADN humain, il y a 8% d'ADN viral. Parce qu'en fait, on a des virus qui sont venus, qui ont injecté des fragments d'ADN, etc., dans nos cellules. Et puis, quand cet ADN-là, en fait, il est juste neutre, ne serait-ce que neutre, en fait, il va être juste laissé comme ça dans nos cellules. Et il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas très bien par rapport à l'ADN, ou en tout cas, moi, je ne le connais pas très bien, mais on a des introns et des exons, c'est-à-dire qu'on a des parties qui codent et des parties qui sont non codantes. Et on pense que les parties non codantes, en fait, protègent les parties codantes. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de mystères autour de l'ADN. Et effectivement, cette épigénétique, c'est un peu des marque-pages de gènes qui se sont fortement exprimés pendant la durée de vie d'un individu. Et a priori, donc, ça sélectionne la réplication pour la génération suivante, où on va avoir comme ça une amplification ou ça va favoriser en fait la transmission de ce gène, ou ça va favoriser son expression dans la génération suivante. Et quoi, ça favorise son expression, ou c'est simplement parce que ça augmente ses chances de survie et donc de reproduction et donc de répandre ses gènes? Alors, je sais pas exactement à ce niveau-là. Par exemple, je sais que il y avait eu des expériences qui avaient été faites. Donc, c'était des femmes qui avaient vécu pendant la guerre, alors Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas. Elles avaient été du coup dans une situation de disette très forte, et donc ça avait activé des gènes qui prédisposent à l'obésité. Okay. Parce que justement, du coup, leurs enfants avaient des métabolismes plus lents, comme on pourrait simplifier la chose, et du coup, voilà, ça favorisait en fait l'obésité. On pense aussi que toutes les populations type polynésienne, un peu insulaires, sont probablement des gens qui ont dû voyager du coup en pirogue pendant des très longues distances, avec du coup un faible accès aux calories finalement. Et du coup, quand tu arrives sur une île et qu'il y a pléthore de calories, parce qu'il y a des fruits, des machins, etc., ça crée des populations qui ont justement des prédispositions génétiques à l'obésité. Mais tu le sais probablement autant, si ce n'est mieux que moi, que la génétique ne fait pas tout. Il y a aussi beaucoup de l'environnement et de comment est-ce que tu traites en fait ta machine, ta génétique. Justement, tu vois, si on oppose cette question de l'inné vs l'acquis, j'en reviens à mon histoire de chamois vs bouquetin. Alors, à ton avis, est-ce que c'est de l'acquis ou est-ce que c'est de l'inné? Et on pourrait même extrapoler à nous, tu vois, en tant qu'humains. La plupart des humains ont peur des araignées, des serpents. Est-ce que c'est parce que les petits-enfants, en fait, c'est des éponges et ils regardent leurs parents, et en fait, même sans que tu en aies conscience, même sans que tu aies dit à ta fille, une araignée, ça fait peur, elle va voir ta réaction une fois avec une araignée et elle va engrammer ça comme quelque chose de potentiellement dangereux? Ou bien est-ce que, tu vois, je crois que j'avais lu quelque part que des formes justement de serpents ou d'araignées pouvaient déclencher déjà chez nous des instincts de protection. Et donc là, on aurait plutôt l'impression que c'est une transmission de type plutôt génétique, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Dans le cas du serpent, par exemple, nos ancêtres étaient des primates, du coup, ils étaient dans les arbres. Donc les serpents, les jaguars, il y a plein d'êtres comme ça qui étaient du coup liés à la peur. Et donc, il y a une partie génétique en fait là-dedans. On sait par exemple que les circuits neuronaux qui te permettent d'insulter sont différents de ceux qui te permettent de parler. Okay. Et c'est pour ça que le syndrome de Gilles de la Tourette, par exemple, en fait, c'est un syndrome qui touche exclusivement ce circuit neuronal qui te permet d'insulter.
parce qu'en fait, c'est le circuit d'alarme dans ton cerveau. C'est le circuit qui te servait à dire putain, attention, il y a un gros rapace, attention, il y a un serpent, attention, il y a un jaguar, etc. Et ça, c'est ce circuit-là qui a évolué en le circuit d'insulte, en fait. Et c'est pour ça que des fois, quand tu t'exploses le petit orteil dans le coin de la cuisine, tu vois, c'est hyper spontané. Tu vas dire oh putain. C'est un circuit différent, en fait, celui de la parole et celui de l'insulte. Et donc, il y a une part, tout ça pour dire qu'il y a une part a priori génétique, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout le monde va avoir peur de ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'entraîner un être humain à être phobique des araignées, des serpents, que des petits lapins et des je ne sais quoi d'autre. Ouais, d'ailleurs, tu parles des petits lapins, on constate que les bébés animaux ou les bébés humains ont tendance à être mignons. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie de la nature pour les protéger? A priori, ouais. A priori, ouais. C'est quand tu as des animaux de compagnie, tu vois bien que quand tu peux avoir un chien qui va être hyper intolérant à ses congénères, et en fait, quand tu lui ramènes un bébé, il va avoir un degré de tolérance folle. Tu vois, le bébé, il sait pas trop ce qu'il fait, il vient, il grogne, il se fout dans la panière, il sait pas quoi. Et en fait, il va avoir ton chien. Tu te dis, mais en fait, si je lui ramène un bébé, il va l'exploser, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Il a un degré de tolérance parce qu'effectivement, il y a des signes de mignonitude qui font qu'on est prédisposé à l'empathie et à essayer d'aider plutôt ça. Et alors, j'ai pas d'enfant. Je sais pas si t'en as. Oui, j'ai 2 filles. Voilà. Est-ce que tu as peut-être pu remarquer éventuellement que quand elles étaient toutes petites, les gens dans la rue, leur réaction change, tu vois. Ils sont hyper fermés, focus, aller au boulot, machin, etc. Et en fait, quand ils voient des enfants, tout de suite, c'est... En fait, intrinsèquement, on sait que c'est le futur de la civilisation, que c'est notre futur, en fait, qu'on voit dans ces enfants-là. Et donc, on a tendance à vouloir les protéger, les aider, les accompagner. C'est amusant que tu parles de ces comportements inconscients vis-à-vis des enfants parce que lorsque j'étais papa, il y a quelque chose qui s'est passé que j'avais pas anticipé et que je ne saurais pas expliquer d'un point de vue intellectuel ou pragmatique. C'est que c'est un peu comme si j'avais ressenti une baisse de pression, de tension, comme si j'avais répondu à mon objectif biologique et que j'avais réussi ma vie, Ouais. que demain, il pouvait m'arriver quoi que ce soit, je pouvais mourir ou autre, et que c'était pas grave parce que j'avais fait l'essentiel. Ouais. Alors même que pour moi, être père n'était pas forcément le goal fondamental de ma vie, tu vois. Là, je te parle de quelque chose qui est vraiment pas intellectuel, qui est ressenti, tu vois. Et ouais, comme si j'avais répondu à cette attente biologique qui était de transmettre mes gènes, quoi. Ouais. Ouais, en fait, il y a des différents types d'êtres vivants sur Terre, hein. On a des êtres vivants unitaires et d'autres qui sont coloniaires. Donc, si tu prends les coraux, en fait, ce sont des colonies de polypes qui vivent ensemble. Si tu prends même les arbres, il y a énormément d'arbres qui sont non pas des individus, mais en fait des colonies d'arbres. Et c'est pour ça que quand tu coupes un arbre et que tu tailles mal, en fait, ça fait une espèce de rejet. Mais ce rejet-là, en fait, c'est... d'ailleurs, les anglo-saxons, des fois, ils appellent ça les suckers. Parce que en fait, ça suce littéralement la sève de l'arbre. Et donc, ça fait une branche où tu n'aurais pas envie qu'elle soit. Parce qu'en fait, cet arbre qui apparaît sur l'arbre, en fait, c'est une nouvelle colonie. Et on le sait aussi en agronomie parce que des fois, tu vas greffer une variété. Donc, tu as littéralement un clone. Par exemple, si tu manges des pommes Gala, toutes les pommes que tu vas manger qui ont été greffées, c'est de la Gala, c'est un clone en fait. Ça a été greffé sur un porte-greffe. Mais des fois, en fait, quand tu vas greffer 10 000 fois ton arbre Gala, tu vas jamais greffer la même branche et en fait, tu vas avoir une branche qui va avoir une petite variation génétique qui va lui donner peut-être un peu plus de résistance au froid, un goût un peu différent, etc. Donc en fait, tu vas avoir l'espèce, la variété cultivée, le cultivar, donc par exemple Gala, et tu peux même avoir dans le cultivar une variation génétique, et donc tu vas l'appeler, je sais pas moi, Gala Premium. Et en fait, Gala Premium, c'est une variation de Gala qui s'est produite sur 1 million de fois où on a greffé la variété Gala, et boum, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une petite mutation qui s'était produite à un moment donné et qui donne une variation, quoi. On a parfois l'impression que, parce que là tu donnes l'exemple de variation qui apporte des avantages, tu vois, comme des super pouvoirs. On a parfois l'impression que l'évolution a pour but de faire des organismes les plus complexes, les plus intelligents possibles, alors qu'en réalité c'est pas vraiment le cas. L'objectif de la nature, c'est plutôt de créer les organismes les plus fitness possibles, c'est-à-dire les mieux adaptés possibles à leur niche écologique. Et donc de réagir face aux contraintes. La contrainte, en fait, est essentielle là-dedans. S'il n'y a pas de contrainte, est-ce qu'il y a de l'évolution? En fait, il n'y a pas de finitude vraiment à l'évolution.
Donc ça, c'est une des erreurs qui est souvent faite, c'est la nature cherche à faire ta. Mais en fait, il y a pas de finitude à l'évolution. Donc si je te prends un exemple qui est très connu en biologie, c'est l'exemple de la phalène du bouleau. Donc la phalène du bouleau, c'est un petit papillon qui se pose sur le bouleau. Et donc en fait, par l'évolution, elle était de nature blanche, parce que c'est ce qui lui permettait d'être le mieux masquée quand elle était sur les bouleaux. Et il se trouve que, notamment donc, en Angleterre, il y a eu toute cette période où on utilisait énormément de charbon, et donc plein de petites particules qui se sont mises à se poser sur le bouleau, et donc les bouleaux étaient devenus plus gris. Et donc effectivement, il y a eu énormément de phalènes qui étaient du coup très blanches et qui étaient du coup très visibles sur l'écorce des bouleaux qui étaient grisonnantes. Et finalement, il y a eu une pression de sélection énorme parce qu'en fait, il y a énormément de phalènes qui sont mortes, qui se sont faites bouffer. Et en fait, tu avais une petite variation qui permettait à la phalène d'être plus grise, qui est apparue complètement au hasard et qui du coup a été sélectionnée parce que l'environnement a bougé et que ça permettait d'avoir une chance supérieure de vivre dans ce contexte-là. Mais depuis, en fait, on a arrêté les pollutions au charbon, les bouleaux sont redevenus blancs, et en fait, il y a eu une pression inverse qui s'est exercée, où la phalène du bouleau est redevenue blanche. Mais il n'y a pas vraiment de finitude, en fait. Tu as un environnement qui bouge, et tu as des organismes qui, en fait, sont obligés de bouger également pour s'adapter à l'environnement. Mais comme on ne sait pas dans quel sens l'environnement va bouger, et en fait, les mutations sont elles aussi, en fait, arbitraires. Et de temps en temps, en fait, il y a un match qui se fait entre l'environnement qui a bougé d'une certaine manière et la mutation qui a bougé également d'une certaine manière. Et là, boum, c'est jackpot et ça se déploie, en fait. On s'aperçoit que dans ce processus d'intelligence évolutive, parce que c'est une forme d'intelligence, mais c'est pas une intelligence dirigée, c'est une intelligence itérative, elle est extrêmement efficace. On s'aperçoit que, quel que soit, et d'ailleurs tu pourrais nous partager après quelques espèces que tu trouves absolument fascinantes par leur capacité à s'adapter à leur niche écologique, mais c'est vraiment incroyable, tu vois. Et donc on peut se dire, si on pouvait appliquer ça à nos vies, à nos entreprises, on serait hyper efficace. D'un autre côté, c'est quand même fondé sur des lois statistiques de grand nombre et d'espace-temps qui sont hyper importants. La nature, elle peut se permettre de faire plein d'erreurs et plein d'itérations, etc. Parce qu'elle a des centaines de milliers d'années pour se faire et qu'au pire, si un organisme disparaît dans le processus, quelque part, elle s'en fout parce qu'il n'y a pas de finitude, comme tu le disais. Donc finalement, est-ce que tu penses que justement, c'est remettre une partie de nos décisions au hasard, éviter de faire des plans stratégiques et plutôt laisser les processus se faire et puis juste tester quelque chose, avoir un feedback du marché et itérer par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie ou bien c'est quand même important de réfléchir? Non, je pense qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu testes ton idée un maximum avec ton cerveau, ta pensée. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a certains feedbacks, il y a certaines réponses que tu n'auras que en testant sur le marché, effectivement. Donc, il y a des questions en fait qu'on peut se poser et qui sont légitimes, et il y a d'autres questions en fait, ça sert à rien finalement de trop tergiverser autour, parce que finalement, c'est effectivement en testant dans le monde que tu vas avoir une réponse définitive. Et donc, d'où l'importance de l'itération, comme tu le dis. Et donc, ça, c'est un truc qu'on retrouve effectivement à partir du moment où tu fais du marketing digital, de la création de contenu, etc. Tu vas forcément, de facto, te rendre compte qu'il y a une espèce de loi de Pareto où, en fait, tu vas avoir 10% de tes contenus qui vont faire 90% de ta performance. Et l'idée, c'est, une fois que tu as trouvé ces 10% de contenus qui font 90% de ta performance, c'est là où il faut que tu orientes ton flux et que tu double down, comme on dit en anglais, que tu y ailles à fond, quoi. Ouais, je pense que les entrepreneurs, avant, ils avaient tendance à avoir une idée, un projet, et puis à essayer de faire le plan parfait dans leur tête, parce que c'est rassurant de pouvoir essayer de prédire l'avenir. Et puis, ce qu'ont apporté la philosophie plutôt start-up, c'était de lancer rapidement un POC, donc un prototype, limite même sans avoir de produit, tu fais juste une page de vente, tu envoies du trafic dessus et tu vois comment ça répond. Et ça permet déjà de collecter des feedbacks marché, de savoir s'il y a une réelle attente, s'il y a un product market fit, ce fameux product market fit. Et même s'il y en a un, ça te permet aussi de construire un produit qui va être fitness avec les attentes de ce marché plutôt qu'un produit qui répond à tes propres attentes. Absolument. Qui est souvent une erreur commise par les entrepreneurs. Et donc, moi, j'ai tendance à faire quand même des plans et à distiller une vision moyen-long terme parce que c'est important de savoir où on va, d'avoir un cap, ne serait-ce que pour
créer et développer des jalons, commencer à poser les petits cailloux qui vont te permettre d'y arriver. Puis aussi pour embarquer tes équipes, tes partenaires, tes collaborateurs, tes investisseurs, tes banques, etc., vers cette vision long terme. Mais qu'elle ne soit pas fixe dans le sens où tu as cette vision et puis elle est en perpétuelle évolution par rapport au feedback marché, au retour marché. Et donc, tu as cette espèce de double continuum temps où d'un côté, tu te projettes sur le long terme et de l'autre, tu es très pragmatique en day-to-day où tu testes rapidement des itérations, tu collectes des feedbacks marché et en fait, moi, je vois chaque problème comme une opportunité parce que le problème me permet de mettre mon focus sur ce qui est réellement important à un moment donné pour le développement de ma boîte. Et en résolvant ce problème, je crée un asset parce que résoudre ce problème, si tu définis bien le problème, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de résoudre un symptôme, mais bien une cause sous-jacente, en résolvant cette cause, eh bien, tu es en train de développer une technologie, de développer un produit, de développer une solution qui va petit à petit rendre ta boîte plus forte. Et c'est comme ça que tu progresses. Et donc là, on voit que le problème, en fait, c'est une contrainte positive. De la même façon que dans les exemples que tu as donnés, à plusieurs moments, il y avait des contraintes extérieures qui ont poussé l'évolution vers la sélection de certains patterns, de certaines variantes génétiques, etc. Et donc parfois, on a tendance à se dire, tiens, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de concurrents. En réalité, la compétition est nécessaire et absolument indissociable de l'évolution et de l'innovation. Absolument, ouais. En fait, la compétition, c'est l'action qui, dans le monde vivant, est la plus taxante. Parce que tu vois, c'est comme quand tu fais la guerre, tu vas distribuer des capitaux pour quelque chose de non productif. Donc, en fait, c'est le truc le plus pénible à faire, en fait. C'est-à-dire que tu vas octroyer des ressources à quelque chose qui va apporter aucune valeur, si ce n'est de la destruction. Et donc, dans les écosystèmes, ce qui se passe, c'est que quand tu as une niche qui est à occuper, tu vas avoir quelqu'un qui va l'occuper, puis après, tu vas avoir une compétition. Mais en fait, la compétition, elle aboutit surtout à l'ouverture d'une autre niche, en fait, finalement. C'est-à-dire que tu vas avoir un individu qui, du coup, entre guillemets, va potentiellement perdre la compétition d'une certaine manière, mais en fait, il va surtout s'orienter vers une autre niche par la compétition, parce que autant la symbiose, etc., tu as en fait un gain net pour les deux parties, autant la compétition, en fait, c'est une perte sèche pour les deux parties. Et donc, en fait, la compétition sert vraiment plutôt à... En fait, il faut voir l'arbre de la vie. On parle souvent d'arbre de la vie, mais en fait, l'arbre, c'est une structure qui va surtout se ramifier. Alors qu'en fait, la vie, elle a deux manières de faire. Soit elle se ramifie, soit elle se fusionne. Elle s'anastomose, comme on dit. Et donc, il y avait des chercheurs qui proposaient une vision plutôt celle de la gorgone de la vie. Donc, les gorgones, je crois que c'est les gorgones, ça s'appelle. C'est des sortes de coraux, en fait, qui ont une arbuscule. Mais des fois, tu vas voir que plutôt que de se ramifier, ça va s'anastomoser, ça va se fusionner. Et en fait, il y a ces deux pôles-là, finalement, dans le vivant. Et du coup, moi, ma vision, elle est plus proche du mycélium, parce que le mycélium aussi s'anastomose et se fragmente. Et devient arborescent, parce qu'en fait, voilà, des fois, tu as des convergences et des fois, tu as des divergences. Et donc, effectivement, c'est deux forces, en fait, dans notre monde, quoi. Ouais, donc la compétition stimule et la symbiose ou l'entraide permet potentiellement de se renforcer, d'aller plus loin et d'éviter de gaspiller des ressources inutilement. Moi dans ma boîte, j'appelle ça l'élévation des parties prenantes. Viser l'élévation des parties prenantes. Et pour moi, ça va au-delà d'une seule transaction financière. C'est vraiment essayer de faire en sorte que la collaboration, elle puisse être bénéfique pour toutes les parties, même d'un point de vue personnel, intellectuel, développement personnel, etc. Bien sûr. Donc tu vois que mes collaborateurs, au-delà du salaire qu'ils gagnent, eh bien, ils gagnent en sens, en plaisir à venir au travail, en transformation personnelle parce que ils vont avoir, tu vois, par exemple, j'ai un collaborateur qui s'est inscrit à une Spartan parce que dans la philosophie de Féroce, etc., on parle un peu de ça, et puis il s'est mis au bain froid, il a testé ça, il a adoré, donc il a commencé à découvrir la méthode Wim Hof. Mais naturellement, tu vois, c'est juste que ça l'a inspiré à tester ce genre de choses. Et ou par exemple, avec les éleveurs avec lesquels on bosse, souvent leur image, elle est un peu dévalorisée dans les médias. Soit on les voit comme les grands méchants qui augmentent les gaz à effet de serre, soit on les voit comme des bêtas un peu idiots, etc. Tu vois. Alors que moi, pour être à leur contact tous les mois, je vois que c'est des gens qui ont une connaissance du vivant absolument incroyable, une simplicité de vie, mais remplie de sagesse et de philosophie qui m'inspire énormément. Et j'avais envie de partager ça, tu vois.
Et donc, on a créé des vidéos justement pour montrer ce qu'ils faisaient et pour changer un petit peu la perception qu'on en a. Et dans leurs élevages, on en a profité pour faire des photos parce que c'était juste super beau, tu vois. Et donc, on a fait des belles photos. Et là, pour Noël, on a fait des tirages. On les a tous réunis ensemble. Eux qui vivent un peu parfois isolés dans leur ferme, ils se sont tous retrouvés. Ils ont pris beaucoup de plaisir à être moins isolés. Ouais. Et je leur ai offert à chacun un tirage de leur ferme, de leur élevage, qui les ont rendus fiers, tu vois. Et donc là, ils pouvaient vraiment être fiers parce que c'était beau, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'appelle viser l'élévation des parties prenantes. Et j'essaie toujours d'avoir ça dans un coin de ma tête. Comment est-ce qu'au-delà de la transaction et du contrat, je peux apporter de la valeur à l'autre, quoi. Ouais, c'est un peu la beauté et la force du capitalisme. Je sais que c'est un mot qui est hyper décrié aujourd'hui, le capitalisme. Mais en fait, c'est vraiment cette force que le capitalisme a, c'est qu'en fait, il y a une offre qui est faite. Et dans l'offre du capitalisme, déjà, elle est complètement décentralisée parce que c'est des entrepreneurs qui viennent et qui, en fait, créent quelque chose. Et l'entrepreneur, en fait, il prend le risque. Donc, à un moment donné, si ça marche pas, en fait, juste ça dégage, en fait. Et du coup, forcément, cette offre, elle est alignée avec le marché. Et en plus de ça, effectivement, comme tu le dis, il y a toujours cette recherche d'un win-win ou d'un win-win-win-win-win. Enfin, tu vois, ça peut être complètement infini, en fait, les externalités positives qu'offre une entreprise. Alors, bien sûr, effectivement, il y a aussi des externalités négatives, mais il ne faut pas non plus oublier que dans la vision qu'on prône de la nature, en fait, il y a deux récits qui sont possibles. Il y a le récit, classiquement, c'est le récit Star Trek versus le récit Avatar. C'est-à-dire, le récit Star Trek, c'est l'espace, c'est cette entité complètement sauvage qu'on doit aller dompter ou inoculer de civilisation avec des vaisseaux spatials, etc., à laquelle on va du coup apporter de la connaissance, et la connaissance va complètement transformer ce milieu-là. Et en même temps, la vision Avatar, c'est au contraire, ouais, mais attendez, quand on fait les colons et qu'on vient en fait transformer un milieu, des fois on fait des choses qui sont pas forcément plaisantes. Et je pense qu'en fait, dans les sagesses antiques ou de la mythologie, tu as à la fois Gaïa, la mère nourricière, etc., donc ce qui t'apporte et qui te nourrit, mais tu as aussi la Gorgone, Médusa, etc., c'est-à-dire la nature qui te terrifie, qui te tétanise, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette vision de la nature comme étant une entité presque idyllique, mais il faut voir qu'en France, on n'a plus de loups, on n'a plus d'ours, etc. On n'a plus en fait ces grands prédateurs qui vraiment pouvaient t'éviscérer en un coup de patte, quoi. Et moi, j'ai été beaucoup au Japon. Au Japon, il y a encore des ours. Et tous les ans, tu as des faits divers avec des mecs qui se font littéralement massacrer par des attaques d'ours, quoi. Donc ça, on a un peu oublié ça, notamment en Europe, parce qu'on a l'impression de se balader dans la nature, mais n'importe quel coin de France où tu vas avoir des petits murets de pierre. Mais ça, en fait, c'est les paysans qui ont rassemblé les pierres pour pouvoir avoir une terre plus fertile, plus arable. Ils ont fait des petits murets de pierre pour encloisonner leur pâture. Tu as beaucoup de châtaigniers. Les châtaigniers ont été plantés parce qu'il y avait des périodes de disette, de famine. Et donc, on allait chercher l'arbre à pain. C'était le nom du châtaignier. Donc, en fait, on a planté énormément de châtaigniers pour qu'en cas de disette, on puisse avoir quelque chose à bouffer. Donc, en fait, la nature telle qu'on la connaît en Europe, en tout cas, elle est plus du tout vierge d'activité humaine. Et pourtant, elle est potentiellement hyper belle, hyper riche, hyper fertile. Et tu as, moi, un exemple que j'adore, c'est celui de la terra preta en Amazonie. Et en fait, la terra preta, c'est un sol d'origine humaine qui a été clairement créé par l'activité humaine. Et en fait, on se rend compte que sur ces sols à terra preta, la vie est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de diversité d'animaux. On a un sol qui est riche malgré qu'on n'utilise pas de pesticides, etc. Et en fait, on a un impact de l'humain qui est positif, net, sur la nature. Donc en fait, pour moi, il ne faut pas opposer homme et nature, il ne faut pas opposer entreprise et écologie, mais au contraire, il faut chercher à créer des systèmes comme celui que tu mets en place avec Féroce, où en fait, on a l'être humain qui apporte un bénéfice net à la nature. Ouais, je suis tout à fait en phase avec ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de conclure sur mon histoire viser l'élévation des parties prenantes. Ouais. Il y a un côté forcément, entre guillemets, bienveillant et humain là-dedans qui me satisfait en tant qu'homme, tu vois. Ouais, mais je pense aussi que c'est aussi une voie de performance d'entreprise, tu vois.
C'est ça qui permet à mes partenaires, à mes collaborateurs d'être beaucoup plus, d'avoir déjà une confiance naturelle, d'avoir moins de turnover, plus d'engagement. Ils sont tous hyper motivés parce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Mes éleveurs partenaires, si demain il y a quelqu'un qui arrive et puis qui dit moi je te paye plus cher ta viande, etc., il va rester fidèle potentiellement à moi parce que j'ai développé un lien qui est plus important, etc. Et donc au final il y a plein d'externalités positives au fait de viser l'élévation des parties prenantes. Et ça me fait penser à un invité que j'avais reçu sur ce podcast, Thierry Pic, qui a une entreprise de ménage en entreprise qui doit faire 2000 collaborateurs, quelque chose comme ça, ou 4000, je sais plus. Enfin bref, une énorme boîte. Très grosse, ouais. Et donc lui, dans les KPI qu'il regarde, il a placé en KPI reine la satisfaction de ses collaborateurs, des femmes de ménage, quoi. Donc le niveau de satisfaction et de bonheur à exercer leur travail. Ça peut paraître contre-intuitif et puis on se dit tiens, potentiellement c'est un gars super généreux, etc. Mais il me disait non, au final je pense que c'est la meilleure décision stratégique pour le développement de ma boîte, parce que le marché du ménage en entreprise coûte assez cher en acquisition client. Il y a beaucoup de concurrence, donc ça coûte cher d'acquérir un nouveau client. Si l'expérience de ce client elle est décevante parce que la femme de ménage elle prend pas plaisir à faire ce qu'elle fait, elle a pas du bon matériel, etc., il y a un gros turnover, donc j'arrive pas à bien former mes équipes, ce client il va pas être très satisfait, il va changer d'entreprise. Donc au final ça a un coût énorme pour l'entreprise, tandis qu'en visant la satisfaction et l'épanouissement de ces femmes de ménage, il renforçait la fidélité, l'engagement et la qualité du travail de ses employés, et par conséquent la satisfaction client et donc la performance globale de son entreprise. Donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant comme perspective. Tu as mentionné les loups qui attaquaient, etc., et le fait que notre environnement, même quand on est en pleine nature, en réalité il est plus vraiment sauvage. Et d'ailleurs peut-être que c'est un problème aussi, tu vois, on a une telle déconnexion vis-à-vis de la nature et du fait qu'elle puisse être atroce, violente, tu vois, qu'aujourd'hui on personnifie tout, tu vois. Pour nous aujourd'hui la nature c'est notre animal de compagnie qui est tout mignon et tout gentil, tu vois. Et cette déconnexion parfois du vivant et de sa violence crée des effets de bord qui peuvent parfois être négatifs de mon point de vue. Mais bon, c'est pas forcément le sujet, mais ce qui m'intéressait c'était de voir dans quelle mesure en fait, cette dureté de la nature a aussi une importance dans ce processus d'évolution. Et donc, si je refais encore un parallèle avec le monde de l'entreprise, jusqu'à quel point est-ce que ça vaut le coup d'être bienveillant et de garder, de pas avoir trop d'exigences, pas trop d'objectifs, pas mettre trop de pression à tes salariés, potentiellement ne pas virer un salarié qui serait pas suffisamment productif, ou si on applique vraiment les principes du vivant et de la nature, en réalité, quelqu'un qui n'est pas adapté à son poste, qui n'est pas fitness, il aurait disparu, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs choses à voir là-dedans. À partir du moment où tu es capitaine d'un vaisseau, le problème, c'est qu'une seule personne qui met une mauvaise ambiance, etc., elle peut vraiment venir pénaliser un groupe de 10, 15, 20 personnes et rendre leur vie en fait un enfer. De mon point de vue, c'est là où en fait le fonctionnariat pêche. C'est qu'en fait, même si tu as quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, il est indécrottable, il est indélogeable. Donc déjà, il y a ce fait que c'est pas uniquement être gentil avec une personne, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu es responsable d'un groupe et que tu as envie que justement tes autres collaborateurs ils se sentent bien de venir au travail, etc. Ça, c'est un premier point. Et j'ai perdu mon deuxième point. Mais alors... En gros, est-ce qu'il faut chercher la productivité absolue de tes collaborateurs et ce qui va servir à la performance de la boîte, ou bien, et donc dans ce cas-là, plutôt appliquer le côté tyrannique de la nature, ou bien est-ce qu'il faut plutôt être dans une dynamique bienveillante en étant OK du fait d'avoir potentiellement des collaborateurs qui sont juste pas très performants, quoi. Ouais, j'ai récupéré mon deuxième point, si je ne l'ai pas perdu entre-temps, qui était que, en fait, je pense que l'homme, il est taillé à la nature, d'une certaine manière, hein, parce que ça fait plus de 3-4 millions d'années que Homo sapiens sapiens existe, et donc on est adapté fondamentalement à la nature, et je pense que autant on n'est pas capable, la souffrance inutile nous pèse énormément, quelque chose de fondamentalement injuste nous pèse énormément, autant on est capable de faire face à la brutalité du monde. Et tu as plein de gens donc, qui travaillent dans les pompes funèbres, par exemple, c'est un métier qui est hyper brutal.
es toujours en confrontation avec la mort. Les gens qui sont policiers, ils sont appelés sur des scènes de crime, ils sont appelés sur des gens qui se sont suicidés, etc. Et enfin, d'abord, c'est les pompiers qui arrivent. Les pompiers, en fait, constatent le décès. Et ensuite, jusqu'à l'arrivée du médecin légiste, c'est les policiers qui prennent le relais. Tout début d'année, là, parce qu'on tourne, on est quoi ? On est le 14. On a dû faire euthanasier un de nos chiens. C'est hyper triste, tu vois. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais le fait est que c'est dans l'ordre naturel des choses. À un moment donné, la mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Donc, en fait, je pense qu'on a un degré de tolérance à un certain niveau en fait, de traumatisme. Mais par contre, on a envie qu'il y ait une espèce de justice là-dedans. Et je pense que c'est quand ça devient complètement injuste, c'est là où, en fait, où l'esprit humain est pas d'accord avec ça. Et donc, je pense que être juste, c'est pas juste être gentil, quoi. Enfin, dans toute l'histoire de la Bible, par exemple, il y a cette finalement questionnement autour de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est de dire oui à tout, t'inquiète pas, ça ira, faciliter la vie des gens, ou est-ce qu'en fait, des fois, l'amour, c'est de dire en fait, bouge-toi le cul et trouve du sens à ta vie, parce que je pense qu'en fait, l'être humain, fondamentalement, ce qu'il cherche, c'est du sens. Dans tout ce que tu disais, finalement, en fait, à partir du moment où tu es dans un job qui aussi te donne du sens, et où il n'y a pas justement cette notion d'injustice, même si des fois il y a des choses qui sont un peu dures, finalement, d'une certaine manière, on est câblé pour aussi vivre ça en tant qu'être humain. Ok, donc si je résume les principes du vivant qu'on pourrait appliquer potentiellement dans le business, on a d'abord une espèce d'intelligence aveugle itérative. On a un équilibre entre l'ordre et le chaos, donc l'ordre qui permet la continuité et le chaos qui permet la variabilité et donc l'innovation. On a cette double force entre la contrainte qui est stimulante et la symbiose qui permet de se renforcer et d'éviter de gaspiller des ressources. On a ce côté un peu tyrannique où on valorise, entre guillemets, le bien commun et le bien du groupe par rapport à l'avantage individuel. Est-ce que j'ai fait le tour de ce qu'on a évoqué, je crois, comme principe ? Je crois que c'est à peu près bon, ouais. Ok, t'en voyais d'autres ? Là, comme ça, non, il faut que tu me fasses parler. Okay. Et ben donc justement, la suite, c'était de savoir comment est-ce que de cette connaissance, tu avais appliqué justement ces principes du vivant au lancement de Eat Coffee. Donc si tu veux nous raconter un petit peu la genèse de la marque, pourquoi est-ce que tu as eu envie de la créer, comment est-ce que tu as pu appliquer justement ces principes, comment est-ce qu'ils se caractérisaient justement. Et puis voilà, ça sera déjà mon début. Moi, j'en suis pas du tout à ton niveau. En fait, j'ai pas de collaborateurs, j'ai que des associés pour le moment. En fait, on a lancé une boîte avec une associée, Valérie, qui s'appelle donc Zeno Nature. Sur les réseaux sociaux, c'est Zeno Nature, mais en fait, voilà, la société s'appelle Zeno. On a d'abord fait plein de choses. On a fait du consulting, on a créé aussi des produits, mais sur le côté un peu champignons, etc. Mais pour moi, en fait, c'est dans la continuité. Donc, on a créé cette marque qui s'appelle ProVivant. Parce qu'en fait, fondamentalement, pour moi, la manière dont tu conçois un écosystème, pour que ce soit régénératif pleinement, il faut que tu prennes en compte l'activité des champignons. C'est pour ça que le logo de notre marque, c'est des champignons. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui énormément de systèmes de production qui ne prennent pas du tout en compte les champignons, ce qui apporte énormément de problèmes. Mais je pourrais étoffer ça un peu plus tard. Et comment est-ce qu'on s'est inspiré de la nature ? Je sais pas, en fait. En fait, si tu veux, dans le biomimétisme, tu as plusieurs niveaux. Tu as, alors de mémoire, il me semble que c'est 3 niveaux. Et en fait, tu peux t'inspirer typiquement, donc ce qu'on a déjà fait, par exemple de la peau de requin, qui a en fait des petits crochets qui permettent en fait qu'il n'y ait pas d'adhérence. Tu vois, par exemple, les cétacés, tu vois toujours qu'il y a des petits coquillages, il y a des algues qui se mettent même sur la coque des bateaux, etc. En fait, le requin, sa peau, c'est plein de petits crochets, ce qui fait qu'il n'y a pas d'adhérence pour justement des choses venir se coller sur la peau de requin. Mais aussi, en fait, quand le requin, du coup, se déplace dans l'eau, et en fait, il y a pas de résistance. En fait, il y a beaucoup moins de résistance. Donc, tu as par exemple Arena qui s'est, je
Il me semble que c'est Arena qui s'est inspiré de la peau de requin pour faire un maillot de bain. Et ce maillot de bain-là, il a été interdit aux Jeux Olympiques. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était trop efficace. Trop bien. Et pourtant, en fait, on était à peut-être 10% ou 15% de ce qu'est réellement la peau de requin. Parce que la peau de requin est beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on a réussi à faire avec notre pétrochimie, tu vois. Donc ça, c'est en gros, tu vas prendre un élément et tu vas chercher à le reproduire. Mais en fait, dans le niveau, entre guillemets, 3 du biomimétisme, c'est vraiment, tu vas t'inspirer du fonctionnement d'un écosystème, dans la manière de redistribuer, de gérer les flux, etc. Et donc, nous, en fait, les projets qu'on essaye de mettre en place sont des projets en fait, où on essaie d'avoir justement ces principes de redistribution de flux et en fait de faire en sorte que l'entreprise s'intègre dans l'écosystème et pas qu'elle lui impose un ordre de marche qui soit complètement différent. Et ça, en fait, c'est possible avec des projets qui sont plutôt artisanaux, paysans, tu vois, comme toi, ce que tu fais. À partir du moment où tu rentres dans un raisonnement industriel, aujourd'hui, en fait, souvent, tu perds cette redistribution de flux, tu commences à avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont hyper longues, tu rentres dans un système de réduction de coûts à tout prix, et ça, en fait, c'est pas du tout favorable aux vivants, et c'est pas non plus favorable à la pérennité de ton business, parce qu'en fait, tu vas éroder le système de production qui te permet d'avoir en fait des produits à proposer, quoi. Donc sur potentiellement même des centaines d'années, tu vas finir par dégrader en fait ton système. Donc déjà, nous, on essaie de s'intégrer dans une démarche où on sait que ce qu'on est en train de mettre en place, il y a une pérennité intrinsèque, et voire même en fait, si tu itères justement ce système, tu vas aggrader, c'est-à-dire tu vas régénérer l'environnement et non pas le dégrader en fait. Je me permets juste une parenthèse sur le sujet. Est-ce que ça veut dire que tu dois te condamner à rester petit, parce que tu parlais de côté artisanal, et la question sous-jacente, c'est de dire que si ton but c'est de rendre le monde meilleur, entre guillemets, justement de contribuer à la société et au monde que tu as envie de voir se dessiner devant toi, il faut aussi que tu aies de l'impact. Tu vois, le côté artisanal, c'est génial, mais si tu impactes 100 personnes, c'est pas pareil que si tu en impactes 100 000 ou 1 million. Et tu vois, tu peux avoir une façon, je fais une petite comparaison pour illustrer ce propos. Imagine, tu fais une marque hyper vertueuse, et tellement vertueuse que tu veux pas que dans ton mix prix, il y ait de budget dédié à la publicité. Parce que tu te dis, j'ai pas envie que mes consommateurs ils payent pour de la pub. Ok, donc ça veut dire que ta boîte, elle va être connue par peut-être 10 000 personnes qui vont la consommer. Et de l'autre côté, tu as McDo qui martèle en publicité, en marketing, etc. et qui vend des milliards de burgers tous les jours, tu vois. Ouais, donc, est-ce que tu n'as pas intérêt à quand même jouer avec les mêmes règles du jeu, à faire un peu de marketing pour être connu et prendre des parts de marché à McDo qui, par ailleurs, tu parlais d'écosystème, d'externalités, a que des externalités négatives presque. Donc, parfois, c'est difficile de savoir est-ce que le fait d'avoir un modèle vertueux est forcément incompatible avec le fait d'être ambitieux? Non, ça pour le coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, tu vois, toi, par exemple, tu travailles avec plusieurs. En fait, plutôt que de travailler avec une méga ferme dans ton approvisionnement, tu vas travailler avec plein de petites fermes. Plein de micro-fermes, ouais. Et en fait, tu vas avoir beaucoup plus de partenaires, tu vas être beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'avoir un fournisseur ou 2 fournisseurs, ce qui va aussi impacter ta résilience. C'est vrai. C'est-à-dire que si demain, tu as un fournisseur qui te lâche, en fait, tu en as 100 autres. Alors que là, on va parler de ce qui est d'actualité, mais avec le Mercosur, en fait, potentiellement, c'est 100 fermes qui vont faire des dizaines de milliers d'hectares. Et donc, en fait, s'il y en a une qui claque, comment est-ce que tu fais pour maintenir ton approvisionnement? Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est un peu de la fragmentation plutôt que de juste viser petit. Parce que sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi dans ton analyse. Et on parlait d'un principe naturel. Pour moi, il y a un principe naturel qu'on a complètement ignoré, par exemple, dans la crise de 2008. C'est qu'on a dit « too big to fail ». On a dit « les banques sont trop grosses, elles sont prêtées à trop de gens. En fait, si on les laisse faire faillite, ça va être une catastrophe économique ». Mais en fait, ce qu'on voit dans la nature, c'est plutôt l'inverse. C'est « too big will fail ». C'est-à-dire que si tu deviens trop gros, tu deviens un objet. En fait, tu deviens une espèce de montagne au trésor où en fait, le premier qui va réussir à coloniser cette nouvelle niche va gagner énormément. Donc, on peut prendre un exemple d'espèces envahissantes, espèces exotiques envahissantes, où en fait, elles arrivent dans un milieu, elles n'ont aucune prédation, etc.
Donc elle se développe, elle se développe, elle se développe. Et puis en fait, ça devient une manne de ressources qui est juste gigantesque en fait. Parce que, je sais plus, tu as un crabe par exemple, je crois que c'est en Norvège où ils ont mis du crabe royal. Donc c'est une espèce d'énorme araignée de mer qui est super bonne, etc. En fait, ces crabes-là, ils sont faits avec quoi? Des protéines, des lipides, des glucides, des trucs en fait que tous les organismes, en fait, s'ils arrivent à les ingérer, ils vont pouvoir eux-mêmes se nourrir et se répliquer et avancer, etc. Et donc en fait, le premier poisson qui va réussir à s'attaquer à l'araignée de mer et à la bouffer, en fait, il va avoir un avantage compétitif sur les autres, et donc ça va lui donner en fait la capacité lui aussi de se répliquer. Donc ce qu'on voit dans la dynamique des systèmes, et ça, moi j'ai fait ça dans des modèles mathématiques en fac de bio, c'est que tu prends un système à l'origine, lapin-renard. Et donc c'est très simplifié. Hein. Et ce que tu vas voir, c'est qu'en fait, tu vas avoir augmentation. Donc ton système, tu lui dis, OK, il y a tant de ressources. Il y a un nombre de ressources finies. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir la population de lapins qui va augmenter. Et puis quand la population de lapins est à son max, finalement, les renards, ils ont plein de nourriture. Donc ils vont commencer à prédater vachement les lapins. Donc ils vont avoir plein de nourriture pour eux. Donc ils vont faire plein de petits. Mais après, tu vas avoir beaucoup de renards, donc beaucoup de pression de prédation sur les lapins. Donc la population de lapins va chuter. Du coup, les renards, ils ont moins à bouffer. Donc ils vont faire moins de petits. Et donc, du coup, la population de renards va chuter. Du coup, les lapins vont réaugmenter. Et puis, en fait, ça va faire un cycle. Il y a toujours une autorégulation dynamique, quoi. Exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu as un système qui grossit trop, il va attirer à lui des parasites, il va attirer à lui des prédateurs, etc. Et donc, en fait, ça va finir par se réguler. Et finalement, la force de l'être humain, c'est que nous, en fait, on a réussi presque à s'extraire de ce système-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans le vivant, donc, si on reprend notre dynamique, donc tu as des gènes qui vont apparaître de manière complètement aléatoire. Ils vont être sélectionnés au crible de l'évolution, donc testés dans l'environnement. S'ils apportent une plus-value, ils vont permettre à l'espèce de se développer plus. Et puis finalement, une fois que l'environnement aura rattrapé l'avantage compétitif de cette espèce, pouf, ça va se réguler. Mais nous, en fait, l'être humain, avec notre culture et notre intelligence, en fait, on a un problème, on le résout, et quand l'environnement commence à rattraper un petit peu cet avantage compétitif-là, pouf, on re-résout, et on re-résout, et on re-résout. Donc en fait, c'est ce qui nous a permis, d'une certaine manière, de nous extraire de cette vie ou mort qui est inhérente à la nature, en fait, parce que toutes les espèces vivent en permanence au bord du précipice entre l'extinction et... elles sont toujours, en fait, proches de l'extinction. Et c'est vraiment, on est une exception à ce niveau-là, l'être humain. Est-ce que, question un peu philosophique, mais tu vois, avec toutes les catastrophes qu'on voit en ce moment, donc notamment les épidémies, donc on a eu le Covid, mais on regarde même du côté des animaux avec la dermatose nodulaire, les grippes aviaires, etc. On a l'impression quand même que par la concentration trop importante justement des outils de production et par le transport des animaux et des hommes, les maladies se propagent beaucoup plus vite. On voit le réchauffement climatique, et donc ça, il y a les climato-sceptiques, etc. Mais il y a des choses qui peuvent se constater d'un point de vue concret. Tu vois, on a beaucoup d'éleveurs en Normandie. Normalement, la Normandie, c'est quand même un pays plutôt pluvieux, assez gris, etc. Tu vois, cet été, toute l'herbe était cramée. Ils n'ont pas eu assez de foin pour l'hiver, et c'est probablement la première fois que ça leur arrive. Ou bien la raréfaction du pétrole, c'est aussi un fait. Alors que nos économies et notre agriculture reposent massivement sur l'utilisation du pétrole, il faut forcément se poser la question de comment est-ce qu'on fera lorsque les stocks seront épuisés, puisque un tracteur aujourd'hui, je crois que c'est, je sais pas, à 3500 paires de jambes. Si on n'a plus de pétrole et qu'on peut plus faire fonctionner notre tracteur, on va devoir avoir 3500 personnes qui cultivent notre champ. Ça va être difficile de... Justement, tu vois, tous les problèmes successifs qui se sont succédés, notamment liés à la démographie hyper rapide, hyper importante de la population mondiale. Parce que l'un des sujets, c'était quand même de prévenir la famine, et puis de savoir comment est-ce que face à cette explosion, on allait pouvoir nourrir tout le monde. Aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas un rattrapage justement de cette contrainte environnementale par rapport à l'intelligence humaine? Je pense qu'en fait, on a des entités qui sont créées pour comment dire, essayer de résoudre un problème qui est inhérent à une époque. Donc, comme tu l'as rappelé, en fait, l'enjeu de l'après-guerre, c'était effectivement, on avait le baby boom, et donc l'enjeu, c'était de réussir à nourrir toutes les bouches, et donc on a créé la PAC, qui a permis de sponsoriser en fait de la production et d'arriver à des quotas, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la PAC, c'est peut-être pas le meilleur outil qu'on a
pour aller vers une agriculture qui soit justement plus vertueuse pour les sols, pour la vie humaine, etc., pour l'écologie. Et donc je pense que c'est une entité qui est devenue en fait obsolète. On devrait remplacer la PAC par d'autres types éventuellement d'aides. En fait, si on part du principe qu'on veut un État qui justement s'ingère finalement dans comment dire l'expansion humaine, enfin le génie humain quoi. Donc je pense qu'il faudrait en fait créer une autre entité que la PAC qui ait d'autres critères, qui n'est pas juste des critères en fait de productivité, mais qui inclut aussi d'autres critères environnementaux, etc. Et je pense que ce que tu disais, il y a deux parties finalement. Il y a des gens qui vont croire en l'ingéniosité humaine. C'est un peu comme Elon Musk, où en fait, en gros, l'esprit humain va toujours réussir à apporter une solution. Ce qui très honnêtement se tient, parce que le passé lui a donné raison, déjà. Le passé lui a donné raison. Typiquement, en fait, quand tu as du pétrole, il y a 300 ans, le pétrole, c'est un déchet, en fait. T'as pas envie d'avoir ça sur tes terres, en fait. C'est un truc, goudron, ça sert à rien, c'est nul. L'uranium, avant qu'on invente le nucléaire, c'était un déchet. Et ça pourrissait la vie, parce que l'uranium, c'est radioactif, c'est pas bon pour la santé, etc. Donc, en fait, à un moment donné, on a réussi à convertir un truc qui était une montagne de déchets en quelque chose d'utile pour la société. Et en fait, il y a un principe de permaculture qui est que tout déchet est une ressource inexploitée. Donc, quand tu as trop de CO2, le CO2, c'est pas rien, c'est pas nul le CO2, c'est extraordinaire le CO2. Parce que toute la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Et qui dit carbone dit qu'en fait, le carbone, il a été à la base capté par justement des aides photosynthétiques qui ont tiré le carbone de l'atmosphère pour en faire des briques élémentaires, des glucides, des lipides, des protéines, etc. Donc en fait, on a aujourd'hui effectivement plein de challenges, mais ça a toujours été le propre de l'humain, en fait, de faire face à des challenges. Donc voilà, je pense que mon point de vue, c'est qu'il faut être assez décentralisé. Donc moi déjà, je n'adhère pas forcément à la centralisation. Je pense que c'est important d'avoir un État, parce qu'il y a plein de projets d'envergure colossale où en fait il faut réussir à coordonner les choses et donc il faut des entités. Tu sais, je vais faire une énorme digression, mais la taille du cortex préfrontal chez les primates est calibrée en fonction du nombre d'interactions avec des individus. Donc on est aujourd'hui le primate avec le plus grand cortex préfrontal et ça a été calculé que le degré d'interaction organique qu'on est capable d'avoir avec des individus, c'est autour de 150. C'est-à-dire qu'au-dessus de 150, on est obligé de déléguer notre pouvoir interactif à des entités. Donc, d'où le fait de créer des administrations. Et les administrations, elles ont un côté qui est très, radical ou, comment on appelle ça, tyrannique, parce que tu es obligé de te soumettre à ce que l'administration te demande, mais en même temps, elles permettent une collaboration à très grande échelle. Donc quand tu as des projets d'énorme envergure comme création de centrales nucléaires, etc., je pense qu'il faut qu'il y ait des entités, alors c'est peut-être pas les États, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une entité administrative qui puisse gérer ces projets-là. Donc je pense que c'est important qu'on ait cette phase-là dans notre environnement, mais c'est aussi hyper important qu'on ait en fait une libération du pouvoir entrepreneurial, du génie humain, en fait, avec des gens qui se saisissent des problèmes et qui soient capables d'agir en créant des sociétés et en apportant des solutions à ces problèmes. Donc je pense qu'en fait, c'est un équilibre à trouver entre les deux. C'est amusant parce que on en revient à nos principes du vivant, entre l'ordre et le chaos, la continuité, qui nécessite des process. Donc là, c'est ce que tu évoquais par l'administration, les entités et la bureaucratie, qui est nécessaire. Et de l'autre côté, le chaos qui permet la variabilité et l'innovation. Et donc là, c'était le pouvoir individuel d'entreprendre et de tester des choses, quoi. Ouais, exactement. Mais je pense que la société idéale, c'est une société qui est équilibrée dans ces deux rôles-là, en fait. Mais ce n'est que mon avis. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis c'est cool Enfin, tu vois, c'est vrai que... Enfin, tu vois, si tu regardes des infos, etc., tu te dis, ok, c'est une catastrophe, le monde il est pourri, et puis de toute façon, on est trop nombreux sur Terre, et puis on peut pas viser une croissance infinie dans un monde fini, donc la seule solution, c'est qu'il y ait une grosse épidémie qui tue la moitié de l'humanité, parce que sinon, on s'en sortira pas.
Ça peut être une forme de raccourci de pensée qu'on peut avoir. Et puis toi, ce que tu nous dis, c'est que en fait, nous, on a tendance à cristalliser notre vision de cette situation parce que c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Mais dans les générations passées, ils ont eu des défis et des problématiques similaires. Et ils disaient très probablement la même chose. Et systématiquement, on a trouvé des solutions. Donc, je trouve ça chouette d'avoir ce discours qu'on entend peut-être moins souvent. J'en reviens à Eat Coffee, donc, parce que justement, je te demandais comment tu appliquais ces principes du vivant pour la création d'entreprise. Tu m'as dit, déjà, j'ai essayé d'avoir une vision d'écosystème où je cherche à agréger plutôt qu'à soustraire. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais déjà, qu'est-ce que c'est Eat Coffee en fait? C'est quoi la genèse du projet? Pourquoi manger du café? Quels sont les intérêts, les avantages? Donc en fait, le café, c'est... alors ce qui m'intéresse, moi, avec le café, c'est que déjà, c'est énormément de petites fermes. C'est-à-dire que l'industrie du café, elle n'est pas dominée par des géants. Si tu vas par exemple... Donc, petit fun fact, le sucre, la canne à sucre, c'est la culture de plantes qui participe le plus au PIB. Je me suis posé cette question-là à un moment donné. Je me suis dit, putain, mais en fait, on cultive énormément d'oranges, le gingembre. Il y a énormément de plantes qu'on cultive à grande échelle. Donc je me suis dit, mais quelle est la plante qui est cultivée à grande échelle qui participe le plus à la création de valeur monétaire? C'est la canne à sucre. Donc déjà, ça dit peut-être quelque chose de notre société, entre guillemets, accro au sucre. J'aurais pensé que c'était le blé, moi. Ben, ça, c'est peut-être parce qu'on est dans un paradigme tu vois, européen où on n'a pas de canne à sucre chez nous. Mais, voilà. Et donc, c'est la canne à sucre. Et le problème, c'est que donc, tu as certaines cultures qui sont majoritairement dominées par des énormes conglomérats. Donc, peut-être la canne à sucre, je dis ça, j'en sais rien. Mais par exemple, tu as le géant Tereos qui fait du sucre. Donc, chez nous, ils font du sucre avec de la betterave. Mais ils sont aussi à l'île de la Réunion où ils font du sucre avec de la canne à sucre, etc. Ils ont racheté Béguincet, ils ont acheté des marques de sucre, etc. Donc, tu as en fait des gros acteurs qui vont en fait, comme ça, en fait, dominer la filière et potentiellement avoir cette idée de ferme usine, donc d'avoir des énormes champs. Je ne sais pas du tout si c'est le cas pour Tereos. L'avantage avec le café, c'est qu'en fait, tu as 80% de la production de café qui est détenue par des petites familles et des petites exploitations. Donc déjà, en fait, il y a un potentiel humain où tu peux aller convaincre ces gens-là de transitionner vers des techniques qui soient plus vertueuses. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les faire transitionner vers des techniques plus vertueuses? Eh bien, en fait, il faut repenser le produit du café parce que l'industrie du café, c'est une industrie en fait, qui génère énormément de déchets. Pourquoi? Parce que quand tu bois du café, toi, le déchet que tu vois, c'est le marc de café. Mais en amont, il y a eu énormément d'autres déchets qui ont été créés parce que le café, c'est une cerise, une baie, avec 2 grains de café qui sont tenus comme ça, comme 2 hémisphères du cerveau. Et autour de ces grains, en fait, tu as du mucilage qui est une fibre qui fait une espèce de gelée, comme quand tu mets du lin dans de l'eau, ou du chia, de la graine de chia. Et donc, en fait, quand tu ramasses du café, en fait, tu viens retirer l'enveloppe, la peau qui s'appelle cascara, tu viens nettoyer le mucilage, tu viens sécher ta graine, tu viens la torréfier, et ensuite, tu viens l'infuser. Et donc, en fait, il y a énormément de biomasse qui se perd dans l'équation. Et cette biomasse-là, elle a plein de propriétés, elle est riche en antioxydants, pleine de fibres pour le microbiote. Et donc, en fait, si on arrivait à avoir un produit de café qui valorise l'intégralité de ce qu'a produit le caféiculteur, tu peux multiplier ses revenus parce que tu vas consommer, tu vas valoriser économiquement plus de ce qu'il a produit. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, tu vas pouvoir dédensifier la production de café parce qu'en fait, tu vas utiliser plus de biomasse. Donc, tu vas potentiellement faire une dose de caféine avec moins de caféier, quoi. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait une petite tablette qui ressemble à du chocolat, dans lequel, en fait, on vient mettre l'intégralité de la cerise de café. Donc, tu as dedans le cascara, qui est le fruit le plus riche en antioxydants. Tu as le mucilage, donc fibres fermentescibles, et tu as l'intégralité de la baie de café sans, générer de marc de café. Et donc, là, tu te retrouves avec un autre problème, c'est que si tu veux consommer le fruit en entier, en fait, il faut pas que tu aies d'utilisation de pesticides, parce qu'il ne faut pas que tu contamines ta matière première. Et comment est-ce que tu fais du café sans pesticides? Tu remets le café dans son environnement originel, c'est-à-dire que le café, c'est un petit arbre qui pousse sous la canopée, donc c'est un arbre forestier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée des champs de café qui sont des champs en fait, en agroécologie, avec de la polyculture, donc on les cultive avec des avocats, avec des bananiers,
Et en fait, on fait ça dans du bocage avec des enceintes de forêt primaire, etc. Et donc, en fait, on produit moins en quantité, mais en fait, un arbre de caféier, avec la même quantité de production, on va pouvoir faire 3 fois plus de doses de caféine. C'est-à-dire que là, la petite tablette, tu as 60 mg de caféine, ce qui est l'équivalent d'un expresso. On va pouvoir en faire 150 avec la production d'un caféier, alors que si tu faisais de l'expresso, tu pourrais en faire que 50. Et donc, on multiplie le revenu du caféiculteur, on multiplie le bénéfice santé du café parce que du coup, tu as beaucoup plus d'antioxydants, beaucoup plus de fibres, ce qui aussi fait que ta caféine est beaucoup mieux tolérée dans ton organisme. T'as pas les mains qui tremblent, t'as pas la tachycardie, etc. qui va avec. Et en plus, en fait, on a un système où on dit aux caféiculteurs, on va vous payer plus pour que vous produisiez un café qui va être meilleur pour vous, parce que vous n'avez pas utilisé de pesticides, donc pas vous pourrir la santé, meilleur pour le consommateur, et puis meilleur pour l'écosystème, parce que vous allez en fait régénérer cet écosystème en faisant de la polyculture, et vous allez voir les oiseaux revenir, vous allez voir les paresseux revenir dans les haies bocagères adjacentes, etc. C'est amusant parce que ce que tu fais avec Eat Coffee, en fait, c'est exactement ce que je fais avec Féroce, dans le sens où moi je dis aux agriculteurs, aux éleveurs, passez à un modèle plus herbagé, je vais mieux vous rémunérer pour ça. Ça permettra à la fois pour vous d'avoir une résilience de votre ferme plus importante parce que pas besoin de cultiver de maïs et de soja, pas besoin d'aller rentrer les animaux en bâtiment, d'aller leur donner à manger, etc. En fait, il y a juste besoin de les regarder brouter de l'herbe. Donc, beaucoup moins de travail, d'astreinte. C'est un travail qui est beaucoup plus facile. Vous allez gagner correctement votre vie pour ça. En finalité, la viande et le gras, il sera de bien meilleure qualité avec un ratio oméga 3, oméga 6 beaucoup mieux équilibré, beaucoup plus de vitamines, etc. Donc, pour le consommateur final, il y a un intérêt, ce qui explique le fait que ce soit un peu plus cher et permet de mieux rémunérer l'éleveur. Et de la même façon que toi, plutôt que d'exploiter 60-65% de la vache parce qu'on mange que le muscle, on va inclure les abats dans notre haché féroce qui permet d'exploiter à peu près 85% de l'animal, tout en ayant des bénéfices santé incroyables parce que le foie de bœuf est l'aliment le plus nutritif de la planète. Absolument. Et donc, c'est assez amusant de voir. Et en fait, par le bénéfice utilisateur, parce qu'il faut toujours partir du consommateur, c'est lui qui paye, et donc c'est lui qui a un pouvoir de transformation de la filière. On tire toute la filière parce que comme l'utilisateur voit un bénéfice pour sa santé, il est intéressé par ces produits, ce qui nous permet, nous, de convaincre les éleveurs d'évoluer vers ce genre de modèle qui, par ailleurs, a des avantages écologiques et environnementaux absolument incroyables, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, tu parlais des vaches à l'herbage, etc. Nous, on a un cultivateur avec qui on travaille. Ça fait 15 ans qu'il est en agroforesterie, café bio, etc. Et en fait, il en est à un point où il ne plante plus de caféiers. Parce que les caféiers, en fait, ce ne sont pas des arbres greffés, c'est des arbres que tu fais de semis. Donc, il a ses caféiers. Ces caféiers, il y a quelques cerises de café qui tombent au sol. Donc, tu as des caféiers qui poussent parce que le sol, il est naturellement forestier. Donc, c'est d'emblée l'environnement qui convient aux caféiers. Les caféiers poussent. Ceux qui gênent, il les coupe. Ceux qui gênent pas, il les garde. Et donc, en fait, ils plantent même plus de caféiers. Et toi, tu as été les rencontrer ? Je suis allé en Colombie 2 fois cette année. Okay. Je suis allé les rencontrer. Je suis allé me balader sur la ferme. Quand on a fait la campagne de financement participatif, j'ai montré un peu tout ça. On a prévu aussi des vidéos YouTube de visites de ferme, etc. Parce que du coup, là, on est sur une ferme aussi qui est très intégrée, où ils ont une approche, du coup, tout intégré. Donc, ils font de la pisciculture. Et puis, tu sais, en fait, ils ont mis des lampes au-dessus des bassins de poissons. Et les lampes, en fait, tu as un espèce de petit, je sais pas comment dire, hélice. Et donc, en fait, ce qui fait que la nuit, les insectes, ils sont attirés par la lampe. Ils sont poussés par l'hélice, ils tombent dans la piscine aux poissons. Donc les poissons, ils mangent les insectes locaux. Ça nous permet en fait de faire de l'aquaponie parce qu'on récupère du coup les excréments de poissons dans lesquels on peut faire de la culture pour avoir un circuit d'eau qui est plus fermé. On va aussi utiliser en fait, alors ça c'est des techniques qui ont été beaucoup développées par les Japonais, notamment un Japonais de l'université de Okinawa qui s'appelle Teruo Higa. Et c'est le premier à avoir parlé des micro-organismes efficaces. Donc, en fait, c'est des préparations lacto-fermentées avec des bactéries, des levures, etc., qui vont venir en fait libérer naturellement en fait des éléments nutritifs dans le sol, renforcer la vitalité des plantes, etc. Donc, on n'utilise pas de pesticides. On a un système d'irrigation dans lequel on dilue directement des préparations lacto-fermentées. Et on fait aussi de la culture de champignons parce qu'en fait, on récupère la bagasse, qui est le déchet de la canne à sucre qui est produit dans une ferme, pour le coup, un peu plus loin. Parce que tu sais, la Colombie, tu as plein d'étages en fonction de l'altitude, etc. Donc là, on est à des altitudes où le café pousse, mais pas la canne à sucre. Donc la canne à sucre arrive, on fait de la culture de champignons dessus.
Ericium, donc Lion's Mane, Reishi, etc. Et ensuite, ce substrat qui est mycorhizé, enfin qui est pas mycorhizé, pardon, qui est colonisé par le mycélium, on vient l'épandre en fait dans les champs, et donc ça redistribue du carbone. Le champignon, alors ça on en reparlera, mais le champignon a plein d'effets sur l'écosystème. Notamment, il est capable de dégrader les résidus de pesticides. Enfin, certaines souches de champignons le font. Et donc voilà, on a un système qui est en fait très vertueux. Et donc, effectivement, si tu mets une pièce dans la machine, ou que tu achètes le produit en l'occurrence, en fait, tu viens nourrir tout cet écosystème-là. Et Dieu sait où ça nous mène si on étend un écosystème comme ça, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant et on voit tout à fait l'application des principes de la permaculture où au final, toutes les ressources sont utilisées et tu as vraiment cette logique écosystémique où rien n'est déchet, en fait, tout est ressources. Donc c'est vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. C'est vrai que ça nous fait le parallèle parfait vers les champignons, mais juste pour terminer sur Eat Coffee, donc, c'est Julien Vénesson qui me disait que le café, pardon, c'était la principale source d'antioxydants dans l'alimentation des Français. Et donc là, j'ai vu que derrière, tu mettais antioxydants x10 le goji. Donc, comment est-ce que... Enfin, toi, tu le vends comment tu dis aux gens, en gros, remplacer le café que vous buvez le matin par ça. Tu le vends plutôt comme un truc santé. Est-ce que c'est un truc qu'on peut diluer dans une tasse, d'ailleurs? Non, alors du coup, c'est un petit bloc de chocolat. Donc, l'idée, c'est de le manger comme du chocolat. On a des gens qui le mettent du coup... Parce que j'ai vu qu'il y avait du cacao dedans. Alors, c'est pas c'est le beurre de cacao. Du beurre de cacao, du café, du sucre de canne, des baies de café, du sel... Donc le beurre de cacao, c'est une matière grasse neutre. Hein. Tu mets du beurre de cacao comme tu mettrais du suif de bœuf. Voilà. Donc c'est une matière grasse neutre dans lequel effectivement on vient mettre le cascara, donc, qui est l'enveloppe de la graine de café qui a séché. Donc il y a les mucilages qui sont collés dessus. Et puis le grain de café. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu disais on part du consommateur, donc en fait ce qui se passe, c'est que quand tu torréfies un grain de café, plus tu torréfies, la caféine résiste à des températures très élevées. Mais les antioxydants résistent à des températures beaucoup plus faibles. Donc quand tu torréfies à haute température, tu viens dégrader beaucoup d'antioxydants, mais tu vas laisser intacte toute la caféine. Et en fait, la caféine, en fonction des métabolismes, certains la tolèrent mieux que d'autres, mais globalement, tu n'as pas envie qu'il y ait un énorme boost de caféine qui arrive dans ta circulation sanguine. Tu as plutôt envie que ça se diffuse lentement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tes antioxydants, ils vont venir bloquer la caféine pendant un certain temps pendant la digestion. Et le fait d'avoir beaucoup d'antioxydants dans le café, ça permet d'avoir un relargage doux de la caféine qui arrive du coup de manière diffuse dans ton sang. Et donc quand tu prends un café du commerce, du PMU du coin, c'est du café, je ne sais pas quelle marque, mais souvent beaucoup trop torréfié, parce que la torréfaction permet aussi de cacher un produit de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si tu as commencé à avoir des grains de café qui ont commencé à pourrir, qui ont été, attaqués par des bestioles, etc. Tes grains de café, ils sont pas beaux, ils n'ont pas des arômes extrêmement intéressants, et donc tu vas venir masquer tout ça en torréfiant beaucoup, ce qui va donner beaucoup d'amertume. Et en fait, on a dit au consommateur, un bon café, c'est un café amer. Mais pas du tout. Pas du tout. Un bon café, il y a de l'acidité, il y a de l'aromatique, il y a des notes florales, etc. C'est très complexe, en fait, comme le café. C'est comme le vin, en fait. C'est un produit de terroir. Et donc, sur les antioxydants, donc quand tu prends un café torréfié, déjà, tu as moins d'antioxydants parce que les antioxydants ont été dégradés par la torréfaction. Et en plus, tu as déjà perdu tous les antioxydants qui étaient contenus dans la peau du fruit du café. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une torréfaction douce. On a des cafés de spécialité, donc de très, très, très grande qualité. On fait une torréfaction douce, donc on conserve déjà un maximum d'antioxydants dans la graine. Et en plus, on a les antioxydants qui étaient présents dans le fruit à l'origine. Ok, et donc l'idée c'est que tu remplaces parce que donc ça tu peux pas le diluer dans un café, ouais. Tu remplaces ton café, le café du matin par ça, ou tu le vois plutôt comme genre un dessert à la place du chocolat? Alors il y a toute une gamme qu'on pourra développer effectivement autour de la pâtisserie, autour du dessert, etc. pour transformer, pour faire des tiramisu. J'ai un ami Jigme qui a fait des recettes avec ça, il a fait une crème aux œufs café, enfin il a fait des trucs incroyables. Donc il y a tout cet aspect-là, mais sinon, il y a quand même ce rituel du café où tu te poses, tu prends ta tasse, etc. C'est pour ça que je pense que des boissons qui ne sont pas du tout du café, qui n'ont pas du tout de café à l'intérieur, sont plus facilement assimilables au café, parce que dans le rituel, ça respecte les codes du café. Nous, on ne respecte pas les codes du café, parce qu'en fait, tu vas manger ta tablette, etc. Donc, je pense que
l'approche qu'on doit avoir, ou en tout cas qu'on doit développer, mais encore une fois, ça c'est le marché qui va nous dire, c'est plutôt d'adopter quelque chose du genre remplacement des boissons énergétiques. Donc si tu es là en train de faire du gaming, plutôt que d'aller te servir un café à la machine, machin et tout, en fait tu vas ouvrir ta tablette, tu vas manger la tablette. Si tu fais du trek, pareil, tu prends ta dose de café dans ton sac. Si tu fais de la route, plutôt que de boire un café de station-service qui est vraiment pas très bon, tu peux prendre un Eat Coffee. Donc je pense que ça va être plutôt ça la première application. Mais après, effectivement, on va développer aussi des applications pour le cascara et pour le café pour avoir aussi des boissons en fait. Ouais, c'est sûr que en fait la boisson, tu vois, ça sécrète aussi de la dopamine, etc. dans ton cerveau. Enfin, moi, je sais que mon café du matin, justement, tu parlais de la similitude avec le vin. Ouais. Moi, j'achète du super café en grains. J'ai mon moulin pour le moudre. Ouais. Mais moi, j'aime bien le café plutôt filtre, mais avec une super cafetière filtre, parce que j'aime bien justement. Enfin, je suis pas, tu vois, mini expresso. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Et donc. Et là, il y en a qui ont des parfums incroyables, tu vois, avec des parfums de chocolat, etc., de vanille, enfin vraiment des choses folles. Ouais. Et c'est clair que j'aurais pas envie de remplacer ce plaisir-là par une petite tablette. Ouais. Pour autant, ce que tu cites, tes utilisations que tu mentionnes, notamment quand tu fais de la route ou moi je fais de l'ultra-trail, je me demande d'ailleurs dans quelle mesure est-ce que, parce que tu sais, tu as des gels caféinés quand tu fais de l'ultra-trail pour éviter de t'endormir, surtout si tu fais des trails vraiment longs. Est-ce que ça se digère bien? Toutes les matières premières sont ultra digestes, ouais. Ouais, donc tu pourrais très bien l'utiliser dans un usage sportif comme ça et tout. Alors à tester, parce qu'on est quand même très jeune, mais je pense que oui. Ouais. Je pense que là, il y a aussi un boulevard énorme parce que il y a beaucoup de... Je pense que dans la communauté des ultra-trailers et puis même des sportifs d'endurance longue de façon générale, il y a quand même une emphase très importante pour la santé, la qualité des produits. Et les alternatives qui sont généralement proposées sont des choses extrêmement chimiques et transformées. Donc, si ça se digère bien, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant à faire de ce côté-là. Ouais, carrément. Attaquons les champignons. Donc, les champignons. Déjà, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du continuum minéral animal, entre guillemets, ou organique plutôt, devrait-on dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que les plantes, c'est le moteur qui permet de transformer de la matière inorganique, donc des minéraux, des photons, etc., en de la matière organique qui va pouvoir ensuite être à la base de tout le cycle du vivant? Globalement, oui. Je suis d'accord avec toi. En fait, tu sais, en science, alors je sais plus c'est quoi exactement les mots, mais c'est plutôt les anglo-saxons qui parlent de ça. Tu as les splitters, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir toujours rentrer dans plus de détails, et tu as ceux qui vont vouloir agréger la connaissance pour en faire quelque chose de plus digeste et plus facilement transmissible. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais en fait, si je vais un peu plus loin, c'est faux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle en science d'être autotrophes, qui sont capables de fabriquer eux-mêmes leur matière organique à partir d'éléments minéraux, et d'être hétérotrophes, qui eux vont devoir consommer de la matière organique préexistante pour faire leur matière organique. Donc en fait, la différence, c'est que tu vas avoir des plantes qui vont être hétérotrophes, c'est-à-dire qui vont consommer de la matière organique, et tu vas avoir des animaux qui vont être autotrophes, c'est-à-dire qui vont être capables de synthétiser leur matière organique. Comme quoi? Comme les coraux, par exemple. Okay. Grâce à la symbiose avec des petites algues, les coraux, il y a 90% de leurs besoins qui sont déjà couverts par la photosynthèse. Tu vas avoir aussi des organismes marins, des anémones, etc., qui ont fait cette même symbiose avec des algues et qui vont être capables, en fait, de récupérer un pourcentage substantiel de leur nutrition par de la photosynthèse. Et à contrario, tu vas avoir des plantes, par exemple, myco-hétérotrophes. Donc tu retrouves cette racine de hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il doit capter de la matière organique pour la digérer et en faire ses propres tissus. Myco-hétérotrophes, ça va être des orchidées, par exemple, qui vont en fait se nourrir des sucres qui sont déjà présents dans le réseau mycorhizien et qui vont en fait, entre guillemets, pirater ce réseau-là. Et donc tu vas avoir des orchidées en fait qui sont toutes blanches parce qu'elles n'ont plus de chlorophylle, elles n'ont plus besoin de faire photosynthèse. Donc tu as des petites distinctions comme ça, mais globalement, effectivement, c'est vrai que les végétaux sont des autotrophes, donc ils vont pouvoir fabriquer leur matière organique à partir d'éléments minéraux. Qui est à la base de toute la chaîne du vivant, parce qu'au final, donc d'un côté, tu as des photons, donc la lumière, des matières minérales. Donc la plante, elle va utiliser la lumière comme source d'énergie. Elle va utiliser cette énergie pour transformer ses sources minérales. Et puis après, tu vas parler de la façon dont les champignons participent à cet écosystème pour synthétiser les protéines, etc., nécessaires aux plantes.
mais je te laisse cette partie-là. Et donc, elles utilisent l'énergie de la lumière pour transformer les minéraux en matière organique qui va être broutée, par exemple par des vaches, etc. Et puis nous, derrière, on mange les plantes et puis on mange les vaches. Mais donc, sans plantes, en réalité, il n'y a pas d'organisme vivant. Et donc, justement, dans cette équation, donc, j'ai dit que d'un côté, il y avait la lumière avec la photosynthèse qui est en fait un moteur, c'est un panneau solaire, quoi. Ouais. De l'autre, il y avait les minéraux. Et puis là-dedans, il y a les racines qui sont dans la terre et qui interagissent avec le mycélium. Alors, quel rôle jouent les champignons dans la structuration des sols et dans cet écosystème vivant? Alors, je vais juste revenir un petit peu pour remettre de la nuance sur ce que j'ai dit avant. Tu vois, donc là, tu parlais de photosynthèse. Photo, donc la lumière, synthèse avec la lumière. Mais tu vois, tu as d'autres formes d'autotrophie. Tu as des organismes qui vont être, par exemple, chimiotrophes. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la fermentation avec d'autres types de gaz, pas de CO2, mais ils vont utiliser par exemple du soufre ou des choses comme ça. C'est des organismes en fait qui vont être capables de fabriquer de la matière organique, mais avec de l'énergie soufrée. Donc ça, tu vas les retrouver par exemple dans les grands fonds marins. Et tu vas avoir, et ça, on a un champignon qui fait ça, qui fait de la radiosynthèse. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la lumière comme une source d'énergie, il va utiliser l'énergie nucléaire, grosso modo, les radiations gamma. Donc tu as d'autres formes aussi d'autotrophie qui utilisent d'autres sources d'énergie que simplement la lumière. Maintenant, pour revenir aux champignons et leur rôle dans le sol, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plantes sans champignons. À l'origine de la vie, tu as en fait des algues photosynthétiques qui se sont dit « Ah bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas sur les continents ?» Et l'avantage d'aller sur les continents, c'est que sur les continents, tu n'as pas le filtre de la lumière dans l'eau. C'est pour ça qu'on voit l'océan bleu, c'est qu'en fait, à partir de certaines profondeurs, les rayons lumineux sont filtrés, donc l'intensité diminue. Quand tu sors de l'eau, dans l'atmosphère, en fait, tu n'as pas cet effet de filtre qui se produit. Donc la lumière, en fait, elle est beaucoup plus abondante, elle est beaucoup plus facile à capter l'énergie du photon. Tu as aussi un problème avec le CO2. Le CO2 est beaucoup plus difficile à dissoudre dans l'eau de mer, enfin dans l'eau, que dans l'atmosphère. Donc en fait, quand tu sors de l'eau, tu as beaucoup plus de CO2 disponible. Mais le problème, c'est que si tu sors de l'eau, tu vas te déshydrater et tu vas aussi pas avoir le même accès aux minéraux. Parce que tu as tous les rivières, etc., qui font de l'érosion, qui amènent des minéraux dans l'eau de mer. Et donc, quand tu es une algue dans l'eau de mer, c'est la fête, en fait. Tu as tous les minéraux que tu veux. Tu te déshydrates pas parce que tu es en permanence entouré d'eau. Mais si tu veux sortir, en fait, tu as ces deux contraintes-là de tu vas te dessécher et tu vas pas avoir accès aux minéraux. Et donc, en fait, c'est justement à ces deux contraintes-là que répond le champignon. Parce que le champignon, sa forme, en fait, c'est pas un pied et un chapeau. Ça, c'est une structure sexuelle. C'est comme une fleur ou un fruit. La forme du champignon, c'est le mycélium, qui est en fait une arborescence. Une arborescence qui, comme on le disait un peu plus tôt, en fait, va se ramifier et aussi s'anastomoser, c'est-à-dire se fusionner. Et donc, le champignon forme un réseau. Et on sait tous aujourd'hui que la particularité du réseau, c'est d'accélérer des transactions, d'accélérer en fait, des transmissions. Quand tu prends le réseau autoroutier, c'est bien pour aller plus rapidement de Paris à Marseille ou de Paris à Annecy. Tu vois. Quand tu prends le réseau Internet, c'est pour accélérer aussi la transmission de l'information. Tu n'es pas obligé d'aller ouvrir toutes les encyclopédies, de chercher avec tu vois, ce que c'était à l'ancienne. Donc, ce que fait le champignon, en fait, c'est qu'il accélère la transaction d'eau et de minéraux vers l'algue photosynthétique. Et donc, de ces premières algues photosynthétiques sont développées des plantes, mais les plantes se sont développées en collaboration avec les champignons. Donc, en fait, la structure même d'une plante est façonnée par le champignon. Les plantes, les végétaux ont eu des champignons avant d'avoir des racines et avant d'avoir des feuilles. Donc, dans l'identité même de la plante, le champignon est déjà présent. Parce que ça date d'il y a 450 à 500 millions d'années, cette première symbiose mycorhizienne. Et donc, tu as donc ces premières algues qui cherchent à sortir de l'eau. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, elles vont dans les... Juste une parenthèse, pourquoi est-ce qu'elles cherchent à sortir de l'eau alors qu'elles ont tout ce qu'il leur faut dans l'eau? Alors, elles cherchent à sortir de l'eau parce qu'en fait, justement, tu as cette compétition qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être le plus exploitable pour faire de la photosynthèse dans l'océan, c'est les premiers centimètres à la surface. Parce que tout ce qui est en dessous, en fait, il fait trop sombre et la photosynthèse ne fonctionne pas. Donc, tu as une compétition qui s'installe en surface. Et puis, du coup, en fait, elles cherchent à sortir de l'eau parce que si elles arrivent à sortir de l'eau, encore une fois, elles ont plus d'accès à la lumière, etc. Donc, elles cherchent à sortir de l'eau.
Et le partenaire idéal, c'est le champignon, parce que le champignon, avec sa forme de réseau, il va pouvoir... Alors, dans un premier temps, c'est pas très loin, hein, elles sortent pas à des kilomètres dans les continents, hein. Elles sortent, en fait, aux abords des rivières, dans les sédiments meubles. Et donc, le champignon, avec son réseau, en fait, il va leur envoyer de l'eau qui est présente à 10 centimètres, mais au moins, elles sont sorties, tu vois. Et puis, tu as, du coup, après, encore de la compétition qui arrive, parce que du coup, tu as beaucoup de concentration à ces niveaux-là autour des fleuves. Tu commences à avoir une stratification des végétaux, donc des végétaux qui vont adopter une stratégie de moi, en fait, je vais mettre énormément de ressources pour pousser un maximum et être le premier, le plus haut dans les strates. Et d'autres qui vont dire non, moi, je vais y aller mollo, je vais me mettre plus en bas. Par contre, je vais mettre mon énergie dans la toxicité pour éviter de me faire brouter la gueule par un scarabée préhistorique, tu vois. Et donc, tu vas avoir une stratification des végétaux. Et petit à petit, en fait, ça va insuffler un changement planétaire drastique parce que la photosynthèse va passer de quelque chose de marginal, un phénomène marginal sur la planète Terre, parce que c'était 10 cm sur les océans, à un truc complètement démentiel parce que en fait, tu vas avoir des strates de végétaux sur tous les continents, captation énorme de CO2, séquestration de ce CO2 dans de la matière organique, le tronc, les feuilles des arbres, également dans l'humus du sol qui commence à apparaître, donc création d'un sol fertile. Et puis, en fait, si tu vas encore un peu plus loin, tu as des nouvelles formes de mycorhizes qui apparaissent, qui s'appellent ectomycorhiziennes, où le champignon en fait, reste à l'extérieur de la racine. Et ces ectomycorhizes, en fait, elles viennent à la base de champignons qui sont saprophytes, c'est-à-dire qui vont dégrader la matière organique. Et donc, ces mycorhizes-là, elles ont des capacités absolument incroyables, qui va être, par exemple, d'aller chercher les nutriments directement dans la matière organique morte, sans passer par une fermentation bactérienne. Et elles vont aussi être capables d'envoyer des acides organiques sur les roches pour les faire fondre et puiser la nutrition directement des roches. Et donc, à partir de là, tu vas avoir des plantes qui vont être capables de coloniser des lieux extrêmement difficiles. Et typiquement, c'est tous les pins, les chênes, etc., que tu vas réussir à voir sur des flancs rocheux avec quasiment pas de sol, en fait. Parce que le champignon va venir dissoudre les roches, taper directement dans les aiguilles de pin qui sont au pied et récupérer la matière organique. Ce qui est absolument fascinant dans cette histoire, c'est qu'on voit encore à l'œuvre nos deux principes, nos deux forces du vivant, que sont la symbiose et la contrainte. Et face à ces contraintes, des stratégies qui sont différentes, mais pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Tu vois, les végétaux qui se stratifient, qui vont aller chercher les hauteurs, les autres qui vont rester plus bas, mais qui vont être protégés, etc. Machin. Enfin, au final, ils ont alloué différemment leur énergie et leurs ressources, mais toutes ces stratégies ont été couronnées de succès, entre guillemets, puisqu'elles existent encore, ce qui veut dire qu'elles ont réussi à occuper leur niche écologique et être fitness, justement, dans cette fitness. Donc, fitness, c'est l'adaptation d'un organisme à son environnement, donc à leur environnement. Dans ton histoire, je comprends bien l'avantage qu'ont pu tirer, que les plantes ont pu tirer des champignons. Par contre, je vois moins ce que les champignons ont gagné dans la symbiose. Alors, les champignons, ce qu'ils ont gagné dans la symbiose, c'est que du coup, les plantes les nourrissent. C'est-à-dire que l'ancêtre des champignons, on pense que c'est des champignons qui ressemblent en fait à des chytridiomycètes, c'est des champignons aquatiques. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une espèce de toile d'araignée en dessous justement de ces algues photosynthétiques qui étaient en surface. Et donc, en fait, quand les algues mouraient, leur squelette, leur cadavre, en fait, descendait comme ça dans l'océan. Et eux, avec leur forme de toile d'araignée, ils récupéraient les cadavres, ils les digéraient et ils les mangeaient. Et l'avantage, c'est que pour le champignon, maintenant, il y a un partenaire plante qui va en fait faire de la photosynthèse, donc fabriquer des sucres, des lipides, plein de choses. Et en fait, la plante va payer un tribut au champignon pour son service. Donc, elle va en fait lui envoyer des sucres. Donc, le champignon n'a plus à se préoccuper de faire justement de la chasse, en fait. Et tu évoquais le fait que ce réseau de mycélium, c'était une façon aussi d'accélérer les choses. Et tu as pris des exemples avec les autoroutes et puis aussi la connaissance. Et donc, j'ai entendu dire que le mycélium pouvait faire un parallèle avec une forme de cerveau et que ça puisse permettre de transmettre de l'information d'une plante à une autre ou d'un arbre à une autre et même aux arbres de communiquer entre eux. C'est vrai ou c'est une fake news, ça ? En fait, ce qu'il faut voir dans la dynamique de la vie, c'est que la vie, c'est une catalyse. C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes donc la planète a à peu près 4 milliards d'années, on pense aujourd'hui que en fait, la vie est arrivée beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, c'est-à-dire au bout de 300 millions d'années. Et donc, pendant plusieurs milliards d'années, il se passe presque rien, en fait. La vie se cantonne à des formes vraiment microscopiques, microbiennes.
Et puis boum, en fait, avec cette apparition de la symbiose, tu commences à avoir des organismes qui sont vraiment très très gros en taille. Et en fait, bah justement, quand on disait que la forme du réseau, c'est une forme catalytique. C'est une forme qui va te permettre d'accélérer une transition d'un point A à un point B. Et donc, tu vois, c'est pareil aujourd'hui. Moi, je mets toujours ça dans ma perspective. C'est qu'on dit, ah, mais les choses vont trop vite, ça évolue trop vite, avec Internet, avec machin, ça va trop vite. À un moment donné, on accélère tellement qu'on va se prendre un mur, tu vois. Mais en fait, c'est une dynamique qui est présente à l'origine du vivant. Et nous, les êtres humains, en fait, on fait que participer à cette catalyse, finalement. Donc, à un moment donné, je suis d'accord qu'il va falloir qu'on prenne, entre guillemets, notre place, ou en tout cas qu'on arrive à fournir des solutions aux problématiques qu'on a nous-mêmes générées. Mais il ne faut pas oublier que la vie, c'est sa trajectoire normale d'accélérer le mouvement, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ta question, c'était... Du coup, j'ai perdu. De savoir si les arbres ils peuvent communiquer entre eux grâce au mycélium. Alors, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Cette communication, en fait, elle a été très anthropomorphisée. On a l'impression que les champignons, ils vont transmettre des émotions, des messages, etc. En fait, c'est très compliqué. On a parlé de Wood Wide Web, parce que c'était l'émergence d'Internet avec le World Wide Web. On a parlé d'Internet de la forêt. Mais en fait, dans Internet, toi, tu es un être vivant qui a ta conscience et qui a ton désir d'exister et de vivre. Mais le lien sur lequel tu cliques, c'est pas un être vivant. Il n'a pas un désir de vivre ou de survivre. Dans la forêt, le lien entre les végétaux, c'est le champignon. Et le champignon, lui, c'est un être vivant qui a envie de survivre. Donc en fait, lui, il va défendre aussi ses intérêts. Et donc c'est pas aussi bisounours qu'on croit. En fait, le champignon, c'est pas juste un tuyau qui va servir justement de point de transaction. Il va défendre aussi ses propres intérêts. Et donc ce qui se passe, c'est que la plante va générer un message au sein de son organisme, et il va y avoir des fragments en fait, de ce message sous forme d'ARN, etc., qui vont transitionner dans le champignon. Et ça, ça va arriver jusqu'à la plante suivante qui, elle, va prendre note de ce message. C'est quoi comme type de message ? Ça va être, par exemple, fais en sorte que ta sève, elle soit plus visqueuse parce qu'il y a une attaque de puceron. Mais en fait, si tu veux, c'est la plante qui s'est dit, putain, j'ai une attaque de puceron, je vais réagir en faisant une sève plus visqueuse pour pas qu'il puisse me sucer jusqu'à la moelle. Et donc, du coup, en fait, elle va envoyer le message à ses cellules de faire de la sève plus visqueuse. Mais en fait, il y a une partie de ce message-là qui va passer dans le mycélium et qui va arriver à la plante suivante. En fait, c'est pas vraiment comme... Parce que là, quand on parle de message, on a l'impression que c'est la plante qui a décidé de prévenir ses copines. En fait, c'est sa physiologie qui s'est modifiée et métamorphosée, qui va interagir de façon différente avec le mycélium, ce qui va permettre aux plantes voisines de comprendre qu'il y a eu un changement d'état et donc elle-même de s'adapter en conséquence. Exactement. Si je prends une métaphore, c'est un peu comme si toi, tu es dans la rue, tu te fais agresser, il y a un mec qui arrive avec un couteau, tu vas crier. Est-ce que ton but, c'est de prévenir Madame Michu qui est à 50 mètres qu'il y a un mec avec un couteau qui est en train de t'agresser ? Non. En fait, tu vas crier. Déjà, c'est peut-être un réflexe, de ton organisme pour alerter tes congénères, mais c'est un réflexe. Tu n'as pas d'intention de prévenir Isabelle Lecornu présente à 150 mètres de ton lieu d'agression, tu vois. Donc, c'est exactement ça, je pense, la métaphore la plus proche de ce qui se passe. C'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité a priori. Et en fait, c'est facile de prêter justement des intentions humaines à des phénomènes de la biologie, mais en réalité, c'est pas exactement ça ce qui se passe. Ok, super intéressant. Et juste, peut-être, petite parenthèse, on parle du microbiote et de l'écosystème intestinal. D'ailleurs, on parle encore là d'écosystème. Je pense qu'il y a des similitudes avec cet écosystème extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, c'est intéressant. Je regardais quelqu'un qui disait un truc très, très intelligent là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à massacrer nos écosystèmes. Et manque de bol, en fait, je parle de l'écosystème, justement, la forêt, etc., la mer, tout ce qu'on veut. Et manque de bol, en fait, on est nous-mêmes des écosystèmes, en fait. Et on est en train de massacrer nos propres écosystèmes avec notamment la malbouffe, etc. Et effectivement, les champignons, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des formidables en fait, régulateurs pour notre microbiote. Donc, ils ont en fait des propriétés pour sélectionner les bonnes bactéries, etc. Et en fait, ça ferait partie justement des propriétés que peuvent avoir les champignons, non pas avec une interaction directe avec notre organisme, mais en fait en sélectionnant des populations bactériennes dans notre microbiote qui favorisent notre santé.
Et donc, ça m'amène à la question sur les liens entre les champignons et la santé, parce que là, je vois que tu as écrit un bouquin qui s'appelle Le Guide des champignons médicinaux. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a toute une hype autour des champignons médicinaux, des cafés à base de champignons, des marques de compléments alimentaires qui rajoutent des champignons. Et au final, tu regardes, c'est microdosé, etc. Enfin, j'ai parfois du mal à distinguer ce qui tient de la réalité scientifique et biologique du marketing avec des promesses abracadabrantesques, comme quoi, si tu prends tel complément avec tel champignon, c'est le NZT de Limitless, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que comme toute hype, en fait, il y a forcément, tu vois, on surestime le produit. Malheureusement, des fois en marketing, si tu veux, ce qui fait vendre, c'est les belles promesses. C'est un peu comme la politique. Oui, mais après, si cette belle promesse, elle est déçue, les clients ne recommandent pas, tu vois. On est d'accord. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est que, en fait, tu vois, comme disait Lao Tzu, ce qui pousse très vite peut se casser la gueule aussi vite, quoi. Donc, en fait, à vouloir trop pousser la chose comme justement le truc indispensable, etc., on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que du coup, ça va faire un feu de paille et après, il en restera rien, quoi. Alors qu'il y a énormément de choses, effectivement, à prendre et il y a énormément de bonnes choses avec les champignons. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que le champignon, c'est plus un condiment qu'un aliment. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se gaver de champignons. Tu vas pas manger du champignon comme tu manges 600 grammes de courgettes, tu vois. Parce que en fait, le champignon, tu as dedans de la chitine, qui est une fibre qui est déjà difficile à digérer, donc qui peut, en petite quantité, ça stimule ton microbiote et ça va donner en fait l'information à ton organisme de plein de choses qui sont hyper positives pour ta santé. Mais en trop grosse quantité, tu vas juste en fait te faire ce qu'on appelle un syndrome résinoïdien, qui veut dire littéralement en mycologie, tu vas te taper une grosse chiasse. Donc, même avec les champignons de Paris ? Même avec les champignons de Paris. Ok. Si tu te fais pendant 3 jours d'affilée un saladier de champignons de Paris, ça va mal se passer pour toi en fait. Donc déjà, il faut se dire que le champignon est plus un condiment qu'un aliment. Donc l'idée, ça va être plutôt de l'intégrer en petite quantité, régulièrement, mais pas de se faire en fait une orgie de cèpes parce que c'est la saison, tu vois. Et que c'est super bon. Et que c'est super bon aussi, effectivement. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, que te dire. Et donc toi, tu les utilises comment, les champignons en day-to-day, dans ton quotidien, justement comme condiment pour la santé Est-ce qu'il y a des espèces, des variétés que tu apprécies particulièrement ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce que tu as pu constater ? Alors moi, du coup, je consomme une diversité de champignons qui est beaucoup plus importante que le commun des mortels. Déjà parce que j'ai vécu au Japon, donc j'ai aussi un peu cette tendance à des fois aller faire des plats japonais, des soupes miso, des machins qui permettent éventuellement de valoriser des champignons un peu différents de juste de champignons de Paris. Et puis du coup, moi j'en consomme régulièrement. J'ai ma petite production aussi en Dordogne, j'ai des rondins de bois en fait sur lesquels je cultive des champignons. J'ai aussi mes connaissances qui me permettent d'aller en cueillette, etc. Et puis après, typiquement dans ce livre-là, je présente 30 champignons qui sont en fait parmi les plus étudiés et aussi avec un focus sur ceux qu'on trouve chez nous en Europe. Et moi, je vais avoir tendance à les mettre, tu vois, je fais une soupe, je vais mettre de la poudre de pleurote. Je vais me faire une soupe miso, je vais mettre du shiitake, je vais mettre de l'enoki, je vais mettre du nameko, je vais mettre différentes choses. Et c'est quoi les bénéfices santé qu'on peut attendre ? Les bénéfices santé qu'on peut attendre, alors ça, c'est un truc dont il faut que je te parle à tout prix, c'est l'ergothionéine. Et tu en as peut-être entendu parler parce que une des sources majeures d'ergothionéine, c'est justement le foie. D'accord. Et en fait, l'ergothionéine, donc c'est un petit acide aminé qui est dérivé de la cystéine, pour les geeks un peu de la biochimie. Et l'ergothionéine, en fait, c'est un super antioxydant qui est complémentaire au glutathion. Ok. Le glutathion, c'est aussi c'est probablement l'antioxydant le plus puissant du corps. Avec l'ergothionéine. Avec la distinction que l'ergothionéine, ton corps ne sait pas le synthétiser. Okay. Et donc, en fait, tous les organismes de tous les écosystèmes utilisent l'ergothionéine et en fait, ils la captent de leur environnement. Et donc, en fait, tu as besoin en fait, d'avoir un environnement qui est riche en ergothionéine pour pouvoir en bénéficier pour ta santé. Et les bénéfices de l'ergothionéine, notamment, c'est prévention des maladies neurodégénératives. Donc, en fait, toutes les maladies
c'est-à-dire un énorme paquet de maladies qui impliquent l'oxydation et l'inflammation, sont susceptibles en fait d'être améliorées par l'ergothionine. Ouais, bah, de toute façon, si tu regardes un petit peu les cavaliers du vieillissement, il y a le stress oxydatif, donc antioxydant, l'inflammation de bas grade, Ouais. et puis peut-être la perte d'intégrité mitochondriale, ADN, etc., liée au vieillissement, tu vois. Sachant que tout ça est ultra lié. Oui, tout à fait. Parce que dans la mitochondrie, tu fais de l'oxydation, donc il y a des oxydants, et quand tu oxydes, tu crées de l'inflammation, etc., etc. Donc c'est hyper imbriqué. Mais donc en fait, l'organisme a besoin d'oxydation, parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner les mitochondries, c'est ce qui permet de lui se défendre contre les agresseurs, parce qu'en fait, tu leur balances des bombes oxydantes sur la tronche. Mais il a besoin aussi d'avoir l'extincteur à côté pour pas que ça devienne, Bagdad. C'est pareil avec l'équilibre oméga 3, oméga 6. Tu vois, les oméga 3, c'est un peu les extincteurs, et les oméga 6, c'est un petit peu le feu. Et le feu nous permet de faire face à des infections, des stress aigus, des entraînements de sport intense, etc. Mais derrière, il faut pouvoir éteindre le feu après la bataille, quoi. Absolument, absolument. Et donc, l'ergothionine, en fait, la différence, c'est que les polyphénols, en fait, qui sont donc des antioxydants, leur action, ça va être de régénérer la vitamine C, qui va elle-même régénérer la vitamine E, et qui va donc, en fait, permettre de donner à ton corps un pouvoir antioxydant. L'ergothionine, en fait, elle est capturée et stockée dans ton organisme. Et donc, en fait, elle va se mettre dans tous les tissus. Donc, tu peux la doser, par exemple, dans les larmes, dans le plasma sanguin. Tu peux la doser vraiment dans tous les tissus. Et il y a des études épidémiologiques qui parlent de diminution jusqu'à 15% de toute mortalité, toute cause confondue, chez des gens en fait, qui prennent des champignons jusqu'à 3 fois par semaine. Ok, hyper intéressant. Et en fait, l'argument principal avancé, ça serait la présence de l'ergothionine, parce qu'en fait, dans l'écosystème, ce sont les champignons qui produisent l'ergothionine. Champignons et quelques archées, quelques bactéries. Mais globalement, la production d'ergothionine dans l'écosystème de laquelle dépend ta santé est complètement liée au microbiote de ton sol, de ta terre. Et donc, il y a eu une étude, à ma connaissance, qu'une seule, je n'ai pas regardé s'il y en avait eu d'autres, qui s'est intéressée à ça, qui s'est dit, OK, on va faire 2 parcelles de production céréalière. Une, on va utiliser le labour, méthode conventionnelle, etc. L'autre, on ne va pas labourer. Et à la fin, en fait, ils ont dosé l'ergothionine dans les produits qu'ils ont créés. On parle juste de plantes annuelles, on ne parle pas de plantes pérennes, donc c'est juste sur 1 an. 30% d'ergothionine en plus quand tu ne fais pas de labour, quand tu ne ravages pas ton sol et tes micro-organismes du sol. Et ça, c'est fou, hein. Moi, j'en ai parlé pas mal avec Pierre Veil, d'ailleurs, j'ai reçu sur ce podcast, qui est le fondateur de Bleu Blanc Cœur. Et donc, nous, on le constate, par exemple, avec nos animaux, tu vois, le mode de production et l'alimentation qu'ils ont reçu change radicalement à la fois le profil d'acides gras, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi la teneur en phytonutriments, notamment en polyphénol, en vitamines, etc. C'est absolument incroyable. Et Pierre, je sais qu'il a fait des études notamment sur des tomates qui étaient élevées en aquaculture, sur des carottes, etc. Et la teneur en bêta-carotène, par exemple, des carottes, en lycopène des tomates, variait d'un facteur de 1 à 10. Quoi. Donc les deux, tu vas en supermarché, tu as une tomate à 1 euro qui vient de je sais pas d'où, et puis tu vas chez ton maraîcher et tu payes peut-être 5 euros le kilo. Ok, les deux s'appellent tomates, mais en réalité, c'est pas le même aliment, quoi. De la même façon que nous, on vend du bœuf d'herbe, ça s'appelle du bœuf, mais il a rien à voir avec du bœuf conventionnel que tu achètes dans le commerce. Et c'est vrai que parfois, on perd cette distinction, on oublie à quel point le mode de production, et d'ailleurs, ça paraît logique, tu vois, parce qu'au final, si on est ce qu'on mange, bien évidemment, on n'est pas que ce qu'on mange, mais on sait que notre alimentation influe largement notre physiologie. Ça paraît, tu vois, par exemple, tu vois que toi, si tu manges mal, tu vas devenir gros, etc., avec une résistance à l'insuline, des cellules adipeuses, etc., machin. Et donc, c'est la même chose chez les animaux ou les plantes qu'on consomme, quoi. Et là, on en revient aussi, je refais une petite mention par rapport au principe qu'on a évoqué tout à l'heure, mais la notion de contrainte. Nous, on l'a étudié notamment on a une huile d'olive à haute teneur en polyphénol. Ce qui fonde sa teneur en polyphénol, il y a 2 éléments, un peu comme toi avec le café et la torréfaction. Il y a le fait de limiter les fermentations, parce que sinon les polyphénols de l'huile d'olive ont réagi face à l'oxygène pour se défendre, et donc qui peuvent plus nous être bénéfiques. Donc c'est pour ça qu'on récolte les olives directement sur l'arbre plutôt que d'attendre qu'elles tombent au sol et qu'on les presse dans les heures qui suivent. Et le deuxième élément, il est lié au stress hydrique, au stress des UV, etc. Tu vois, parce que c'est en réaction justement à ces contraintes de la nature que la plante va créer et générer des défenses naturelles qui nous sont bénéfiques et qu'on appelle, nous, polyphénols ou antioxydants. Mais c'est pas dit, tiens, je vais faire des polyphénols pour les humains qui vont me manger. Elles, c'est des barrières, des défenses qu'elles ont créées pour faire face à une agression. Oui, tout à fait. Ouais.
Et là, dans ton bouquin, donc le guide des champignons médicinaux, tu parles de 30 champignons incontournables, donc il y en a qu'on peut cueillir. Ça se cultive facilement. Je veux dire, moi, si demain je veux me lancer un peu dans la culture des champignons, ça se fait? Ou je suis obligé d'acheter des compléments alimentaires sur Internet? Non, alors le complément alimentaire, c'est un peu comme de la protéine en poudre, en fait. Ça te facilite la vie, dans le sens où peu importe où tu vas prendre tu vois, ta gélule de champignons, tu vas être sûr d'avoir des champignons avec toi. Mais les champignons, ça se cultive très bien. Il te suffit d'avoir des rondins de chêne. Tu vas venir inoculer en fait en mettant soit des chevilles qui contiennent déjà le mycélium du champignon que tu veux inoculer, soit de la sciure, enfin il y a plein de méthodes. Et alors je recommande sur rondin parce que sur rondin en fait tu vas pas avoir une production toutes les 3 semaines, mais au moins tu es sûr de pas avoir de contamination. Et puis en fait ça fait un complément en fait à tout ce que tu peux cultiver déjà dans ton jardin parce que le champignon tu vas le mettre à l'ombre. Donc, c'est pas l'endroit où tu vas aller mettre tes tomates ou tes melons ou tes concombres. Et donc, tu vas mettre tes rondins à l'ombre et au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu vas commencer à avoir tes premiers champignons. Et en fait, le mycélium va rester actif dans ton rondin jusqu'à ce qu'il est complètement digéré. Et ça, sur du chêne, ça peut prendre 5 à 7 ans. Donc, tu fais une fois l'opération, ce qui va te prendre... ça dépend comment tu fais, mais si tu fais avec des chevilles et un marteau, ça va te prendre peut-être, allez, un week-end pour faire... je sais pas moi, 30 rondins. Et ça va te produire à peu près 15 kilos de shiitake à l'année pendant 5 à 7 ans. Et ça, je peux acheter les semences sur Internet? Ouais. Trop bien. Bah écoute, tu m'as convaincu. En plus, là, je suis sur tout un projet de semi-autonomie alimentaire chez moi. Je vais en parler d'ailleurs bientôt sur une newsletter. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, c'est le moment de s'abonner parce que je partage un peu les expériences que je fais, mes inspirations, etc. Et je pense que c'est un bon complément au podcast. Et en plus, je ne vends rien. Donc, c'est gratuit, c'est un mail toutes les 2 semaines, donc je ne sature pas en spam non plus. Donc voilà, et donc je pourrais rajouter ça à mon petit écosystème global. Pour terminer, j'ai une dernière petite question sur les champis. Justement, j'utilise le mot champi pas par hasard. Est-ce que tu les as utilisés aussi à des fins d'exploration de ta conscience? Ouais. Et alors? Faites l'expérience. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce qu'en fait, tu sais, t'as le mycologue Paul Stamets américain qui dit Nature provide, we don't. Et en fait, dans sa philosophie, c'est en fait, à un moment donné, le champignon te trouve, tu vois. Donc l'idée, c'est pas d'aller le chercher et de le machin. En fait, il y a un truc qui est fascinant avec les champignons, et ça, j'en parle plutôt dans le premier livre, qui est que, en fait, tout le monde passe en forêt et se dit putain, il n'y a pas de champignons dans cette forêt. En fait, quand tu commences à t'intéresser aux champignons, à les connaître un peu, c'est là que les champignons apparaissent, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu recalibres ton cerveau pour qu'il prête attention à ce que tu es venu chercher. Et ça on le voit très bien dans d'autres domaines. Mais avec les champignons, en fait, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences à t'intéresser aux champignons, tu commences à les voir partout parce qu'ils sont partout. Et en fait, ouais, typiquement, je pense que à un moment donné, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il met le curseur et s'il a envie de sauter le pas, on va dire. Mais c'est pas à faire à la légère, déjà. Et ouais, je sais pas. Enfin, la plupart des gens qui ont fait ce genre d'expérience te diront que c'est parmi les expériences les plus significatives de leur vie, quoi. Oui, clairement, j'en fais partie. Je pense que ça a été profondément transformateur, que ça m'a permis d'avoir une compréhension de moi-même absolument différente, mais aussi de connexion à mes sens, au moment présent, à ce que je peux observer et vivre, à la texture de l'oxygène et de l'air que je respire, au grain de la voix d'une chanson. Déjà, tu dis des trucs psychédéliques. Ouais, la texture de l'oxygène. Non, mais franchement, ça a vraiment... Et ce qui est, je trouve, fascinant, c'est que c'est comme si ça ouvrait de nouvelles voies neuronales qui après perdurent dans le temps, tu vois. C'est pas juste une expérience psychédélique sur le moment comme on peut parfois la résumer dans les films et qui est juste récréative. Ouais. Je pense que d'une part, il y a des compréhensions qui se font pendant l'expérience, notamment de dissociation entre guillemets entre ton mental d'un côté et ta conscience élargie de l'autre, et de compréhension un petit peu entre les deux. Éventuellement de reconnexion aussi à certaines parties de toi, de ton enfance, etc. Je pense que ça fait baisser en fait le seuil laminaire de contrôle du mental pour te permettre d'atteindre un niveau peut-être plus limbique qui laisse émerger des émotions, des compréhensions, etc. qui sinon sont peut-être bloquées ou en tout cas
explorer sous le prisme et le filtre de ton pragmatisme, d'une certaine façon. Donc il y a ça, et puis il y a ce côté plus créatif, plus sensitif, plus lié au sens. Et moi, je trouve que ça a vraiment... ça m'aide au quotidien à être beaucoup plus attentif, d'avoir au quotidien, en fait, un état de conscience et d'attention beaucoup plus développé. De tout ce qui se passe, de la sensation de mes mains qui se touchent, des fleurs que je peux voir. Tu vois, tu peux prêter de faire attention aux champignons quand tu vas dans la forêt. C'est très vrai ce que tu dis, mais même de la petite fleur ou de la beauté du ciel et de se dire, putain, on a quand même de la chance d'avoir un ciel bleu sur la tête, quoi. C'est incroyable. T'as vu la couleur du ciel? Ouais, non, clairement. Non, c'est ça. Je sais pas ce que tu veux que je. Non, rien. Je voulais juste témoigner de ça. Et donc ça, t'en parlais un peu dans le génie méconnu. Alors, figure-toi que c'était 20% du livre, normalement, la partie psychédélique. Ouais. Et que l'éditeur l'a supprimé, en grande partie. C'est-à-dire qu'il reste une partie sur le domaine psychédélique, mais il y avait toute une partie romancée, un peu romancée de l'expérience, avec aussi un retour d'expérience personnelle et quelque chose de plus intime. Et en fait, ils ont laissé que le factuel de ce qu'on sait aujourd'hui d'expérience psychédélique. Je pense que tu dois suivre aussi Brian Johnson, là, qui a fait une expérience de 2 doses de champignons récemment. Et lui, il a traqué du coup tous ses marqueurs d'inflammation, sa résistance à l'insuline, au niveau du glucose, etc. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que c'est vraiment un bouton reset un peu pour le métabolisme également. Ouais. C'est pas uniquement dans le mental, mais il y a aussi un côté reset pour l'organisme. A priori, ça pas rallongerait les télomères, mais ça bloquerait, je sais plus exactement, il y a un impact sur les télomères. Donc ça, en fait, régénère d'une certaine manière ton code génétique aussi. Bref, il y a un gros sujet. C'est marrant sur ce reset, parce que moi, j'aime bien aussi cette notion de reset. En fait, ça dément. Les voyages ne se passent jamais pareil les uns les autres. Mais parfois, j'ai eu l'impression de prendre une semaine de vacances en 4 heures, tu vois. Et juste, tu vois, ça m'a fait trop du bien. Et puis après, je me suis senti rasséréné et régénéré. Et donc, c'est amusant de voir qu'il y a aussi une similitude sur la partie métabolique. Donc, j'avoue, Brian Johnson, je suis, mais de loin, on va dire. Et j'étais pas au courant de cette expérience, mais ça me donne envie de creuser et de voir ce qu'il en a dit. On arrive à la fin de cet épisode. Je te propose de faire un petit takeaway. S'il y a 2-3 key points que les auditeurs peuvent emporter avec eux, des choses activables qu'ils peuvent appliquer dès demain dans leur quotidien et qui leur permettraient de vivre une vie meilleure, ça serait quoi? Manger des champignons, déjà. Manger des champignons. Ajouter des champignons modérément, mais ajouter des champignons déjà à son alimentation. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, mais en fait, étymologiquement parlant, il y a un lien entre homme, humus, et humilité. En fait, la racine, donc humus, c'est le sol. Humilier également, ça veut dire mettre plus bas que sol, plus bas que terre. Donc il y a cette racine en fait étymologique entre l'homme. L'homme, en fait, pour les peuples latins, homo, c'était le terrestre. Parce que il faisait en fait la distinction entre le domaine de la terre, la mortalité, et le domaine céleste des dieux et de l'immortalité. Et donc l'homme est un être terrestre qui se doit de rester humble parce que sa condition, c'est une condition de mortel. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, l'homme ne peut vivre que parce qu'il y a un sol fertile, un sol riche en humus. Et dans l'écosystème, ceux qui fabriquent l'humus, ce sont les champignons. Donc en fait, on a impérativement besoin des champignons dans l'écosystème. On a impérativement besoin des champignons dans notre vie. Ils sont fondateurs dans l'émergence de la vie sur Terre. Ils sont fondateurs dans la nature telle qu'on la connaît. Et donc, en fait, il n'y a pas de vie sans champignons. Et l'homme a besoin de se reconnecter aux champignons. Cool. Eh ben écoute, tu m'as bien donné envie de continuer à en manger et d'élargir le champ de perception, de ne pas me limiter aux champignons de Paris. Donc, en cultivant quelques-uns et puis peut-être en allant en cueillir dans la nature. En plus, on le mentionnait un peu plus tôt, j'ai 2 filles. Et donc, tu vois, ça rentre aussi dans cette volonté de transmission. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire plein de choses de semi-autonomie parce que je trouve que c'est important de la reconnecter à la façon dont sont produits les aliments qu'elle consomme. Et puis on adore aller se promener, etc. Et il y a ce côté un peu surprise, tu vois, un peu magique dans la chasse aux champignons. Tu sais pas ce que tu vas trouver. En même temps, tu dois être très observateur, ce qui t'oblige à être connecté beaucoup plus au moment présent.
Enfin, tu vois, je pense que c'est des vrais beaux moments à passer et que la quête a autant d'importance que le moment où tu vas les déguster, que tu vas rentrer chez toi et les manger, quoi. Donc, j'ai déjà fait avec des châtaignes parce que tu parlais des châtaigniers tout à l'heure. C'est assez facile à trouver. Et puis là, au moins, tu n'as pas peur de te tromper. Mais je suis sûr qu'avec ton livre, j'arriverai à les reconnaître pour ne pas en mourir. Ouais, certains. Parce que, encore une fois, c'est pas un guide d'identification, c'est plus un livre vraiment sur les effets médicinaux des champignons. Et bon, tu vois, dans cette philosophie aussi de homme, humus, humilité, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas fait du café avec les champignons, tu vois, un peu comme tout le monde. Et quel est le lien finalement entre le café et les champignons? Et pour moi, le lien, il est là en fait. C'est que la marque Provivant, c'est une marque qui se veut comme ça régénérative. Et comme je te le disais, en fait, on est régénératif que parce qu'on prend en compte l'activité des champignons dans les écosystèmes. Et faire le café tel qu'on le fait, en fait, c'est prendre en compte l'activité des champignons. Et les champignons sont déjà là. Ouais, c'est chouette, ça me parle beaucoup. Et puis, juste pour clôturer, tu disais que tu n'avais pas fait un guide de cueillette. Mais au final, je trouve que c'est une bonne chose parce que dans les guides de cueillette, ils te proposent d'en trouver, je sais pas, il y a 150 champignons dedans et en fait, il y en a tellement que ça te décourage et puis que tu sais pas quoi regarder, comment chercher, puis tu hésites entre des trucs. Tandis que là, tu parles de 30 champignons. J'imagine qu'on peut pas tous les trouver dans nos forêts. Donc, il y en a peut-être 10 à aller chercher dans nos forêts. Et donc, ça diminue le champ de recherche et donc ça facilite aussi peut-être l'accès, tu vois, à des profanes comme moi. Ouais, c'est ça. Non, il y en a un peu plus que 10. Hein. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont des souches asiatiques, purement asiatiques, où tu ne pourras pas les trouver. Le reste, c'est vraiment trouvable en Europe. Et puis après, en fonction de ton écosystème, tu vas peut-être trouver plus de celui-là et moins de l'autre. Mais globalement, il y en a pour toutes les personnes qui s'y intéressent. Cool, merci beaucoup Guillaume pour ton temps. Je mettrai en lien de toute façon tes 2 livres et puis ta marque. Et puis je ferai un petit feedback, je testerai Eat Coffee sur un trail pour te dire si ça se digère bien et si ça me permet de tenir la nuit. Top. Et puis aussi sur mes premières expérimentations de culture ou de recherche de champignons. Allez, carrément, on fait ça. Merci David. Merci Guillaume. Ciao.